Bon, on va y arriver. Bonsoir à tous. Donc, nous accueillons aujourd'hui Michael Rigaud, chercheur au CNRS. On va commencer par vous présenter. Un master en physique théorique en 2010 et un doctorat en cosmologie observationnelle en 2013. D'accord. C'est ça. Voilà, donc vous êtes spécialiste en cosmologie observationnelle. Vous êtes occupé principalement sur l'étude de l'énergie noire à l'aide de supernovas de type 1A. 1A. Voilà. Très bien. Donc vous allez nous parler de la constante de Hubble aujourd'hui, Oui. Qui est une grande aventure entre guillemets, puisqu'il y a des choses qu'on a déjà qui concordent, que vous allez essayer d'éclairer notre lanterne sur cet aspect. Merci beaucoup. Merci de venir voir ma présentation. Donc, pendant 1 heure à peu près, un peu moins peut-être, et puis après, vous pourrez poser des questions. S'il y a quelque chose qui n'est absolument pas clair quand je parle, n'hésitez pas à poser des questions tout de suite. Il n'y aurait pas de problème. L'écho n'est pas un peu fort là? Non, ça va? Ok, j'ai l'impression que c'est fort, mais non. J'ai essayé de faire une conférence qui soit à un niveau un peu intermédiaire. Vous allez voir que le début est relativement simple, j'espère pas trop simple, mais pour que tout le monde comprenne bien les concepts dont on a besoin pour comprendre les enjeux de ce dont on va parler aujourd'hui. Puis je verrai sur la fin, c'est un peu plus dur. Si c'est trop dur, c'est pas grave, on pourra en parler. Mais à la fin, pour vous montrer l'état des recherches actuelles, je vous ai montré un des résultats des travaux qu'on fait aujourd'hui. Si c'est dur à la fin, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est pas vous. Ok, donc on va parler de la constante de Hubble. On va parler de cosmologie observationnelle aujourd'hui. Donc on a bien fait d'éteindre les lumières, c'est quand même beaucoup plus joli la lumière éteinte. Et donc, ça me paraissait important de faire ça. Et qu'est-ce qu'on veut en faire? Et donc, l'idée de la cosmologie observationnelle, de galaxies et d'étoiles qu'on voit, et ça, ce que vous connaissez peut-être l'image, c'est celle du Hubble Deep Field. C'est quelques fois de perspective dans cette présentation. Ça, c'est tous ces points que vous voyez ici, c'est tous des galaxies. Il y a par ici quelques étoiles, mais surtout tous les points que vous voyez là, c'est tous des galaxies. Et il y a des endroits noirs aussi où on a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a encore énormément de galaxies derrière. Pour vous donner un ordre, ça, c'est le champ de vue de Hubble, le télescope spatial Hubble, c'est un grain de sable que vous tenez à bout de bras comme ça. Donc, c'est un sable à bout de bras, comme ça, et vous le mettez à peu près tout dans le ciel. Il y a ça derrière. Donc, c'est assez vertigineux, il y a beaucoup de choses. Et ce qu'on fait en cosmologie observationnelle, c'est qu'on va essayer de comprendre comment fonctionnent les lois fondamentales de la physique, la gravité, la formation des galaxies, la formation de tout ce qui constitue l'univers, en regardant comment ces objets dans l'univers se comportent. Et donc, on va faire un peu le tour. Donc, voir un peu. Donc ça, c'est vraiment l'univers. Quand on parle de cosmologie, on parle de l'étude de l'univers dans son ensemble. Donc, dans l'univers, les plus grosses structures qui existent, c'est des amas de galaxies. Donc, c'est des centres qui a fait en fait des dizaines, centaines de milliers de galaxies qui sont ensemble entre elles. Donc, une galaxie, c'est ça. Par exemple, ici, c'est une galaxie. C'est pas forcément celle-là, c'est un exemple. Dans cette galaxie, ici, vous voyez que c'est par exemple, dans ce cas-là, une galaxie spirale. Une galaxie spirale, il y a des 10 puissance 10, donc 1 avec 10 zéros derrière, étoiles comme le Soleil. Ça, c'est typique ce qu'on appelle une galaxie. Donc, 10 étoiles. Dans ces étoiles, il y a des étoiles comme le système solaire. Par exemple, ici, vous voyez le système solaire, et nous, on est là. Et donc, comprendre depuis la Terre, on regarde toutes ces choses, tout ce qui compose l'univers, et on essaie de comprendre la nature en regardant ce qu'il y a dans l'espace. Donc, c'est ça qu'on fait en cosmologie observationnelle. Et pour ça, on regarde le ciel. Donc, on ne peut pas regarder le ciel depuis n'importe où. Évidemment, si on est à Lyon ou à Paris, comme ça, voilà. Okay. Donc, on ne fait pas des observations, on ne fait plus, en tout cas depuis des centaines d'années, des observations depuis Saint-Genis-Laval, par exemple, ou depuis Paris. Donc là, si on va à 2 heures de route de Lyon, on voit déjà plus de choses. En Ardèche, par exemple, on voit très bien la galaxie, la Milky Way, enfin la Voie lactée, notre galaxie, et on voit toutes les étoiles dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, ce que vous voyez, c'est une tranche de la galaxie, donc, que vous savez juste tout à l'heure depuis l'extérieur.
Et évidemment, ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais pour faire de la cosmologie observationnelle, pour faire ce qu'on fait nous en recherche, c'est pas suffisant. Il faut être dans des endroits, des meilleurs sites, des sites dédiés à l'astronomie. Notamment, il y a les sites merveilleux comme celui du Chili, par exemple. Vous voyez ici, on est dans le désert d'Atacama, vous voyez ici le Very Large Telescope. Et là, c'est la même Voie lactée que vous avez vue tout à l'heure, mais vue depuis le Chili. On voit quand même beaucoup plus de choses. Et dans toutes ces choses-là ici, il y a des endroits où il y a plus d'étoiles, par exemple ici le long de la Voie lactée. Et nous, ce qui nous intéresse en cosmologie, c'est de regarder les endroits les plus sombres possibles, parce qu'on veut voir ce qui est en dehors de la galaxie bien. Et donc on regarde les endroits les plus sombres ici, et quand on a des endroits où on a l'impression qu'il n'y a rien, si on pointe des télescopes comme Hubble, on revoit l'image que vous avez vue tout à l'heure, on voit qu'en fait l'univers est plein de choses. Et quand on voit des images comme ça, on peut avoir l'impression que l'univers est statique. On a ces galaxies qui sont là, il y a ces galaxies, donc nous, il y a une galaxie, le système solaire, tout ça. On peut avoir l'impression que c'est globalement statique, et en fait on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai depuis 100 ans, et donc je vous introduis tout de suite dans ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la constante de Hubble. La constante de Hubble, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a découvert d'abord le mètre, mais il a publié en français, donc c'était moins de diffusion, et Hubble en américain, donc beaucoup plus de pubs. Ce qui fait que pendant très longtemps, on appelait ça la constante de Hubble. Maintenant, on a un peu rattrapé ça et on dit la constante de Hubble, le mètre. Mais je peux bafouiller et dire la constante de Hubble par simplicité. Donc c'est quoi? C'est qu'on regarde des galaxies. En fait, c'est vraiment la figure initiale qui vient du papier de Hubble. Où on voit ici tous ces points, c'est des galaxies. Et sur l'axe ici, on voit la distance de cette galaxie depuis la Terre. Et ici, c'est la vitesse d'éloignement de cette galaxie par rapport à nous. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y a une relation directe entre les deux. C'est ça, cette relation linéaire, qui est que la vitesse d'éloignement, c'est proportionnel avec la constante qu'on appelle maintenant H0 pour Hubble, fois la distance par rapport à nous. Distance de luminosité des dl ici. C'est la distance par rapport à nous et la vitesse d'éloignement. Et donc cette mesure, c'est une des plus vieilles mesures de constante cosmologique et qui est très importante. On l'a fait depuis, vous voyez, ici, 1920 et quelques, jusqu'à aujourd'hui 2020 et quelques. Ça fait 100 ans, et quasiment 100 ans qu'on fait cette mesure. Et c'est vraiment l'introduction de la cosmologie observationnelle. Et l'introduction de la cosmologie tout court, ça pourrait être Einstein et la relativité générale. Donc ici, cette mesure ici, ce qu'on doit faire maintenant en cosmologie, c'est se demander qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a cette relation entre des objets qui sont plus loin de nous, qui s'éloignent de nous. Donc une des choses qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'est pas au centre de l'univers, de quoi que ce soit. Donc ça pourrait paraître bizarre que les choses s'éloignent de nous, comme ça, comme si on était un peu au centre, qu'il se passe quelque chose comme ça. Donc on n'est pas au centre de l'univers. Ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre dans ce diagramme ici, c'est que la distance entre deux galaxies, toutes les distances entre deux galaxies vont s'éloigner. Donc ici, je fais un petit schéma pour vous expliquer. Donc il faut imaginer qu'on a des galaxies, donc ça c'est des galaxies, nous on est dans celle-là, ici à ce endroit-là. Et on a trois galaxies que j'ai pris dans cet exemple. Vous voyez la distance en jaune, la taille c'est la distance par rapport à. Donc il faut imaginer qu'il y a une infinité de galaxies dans ce sens-là, une infinité de galaxies vers l'autre direction, et une infinité de galaxies par là et par là. Donc on est vraiment dans un univers qui potentiellement a une taille infinie. Ce que ça veut dire qu'on est dans l'expansion univers, c'est qu'on va prendre n'importe quelle galaxie, donc dans ce cas-là celle-ci, et on va éloigner les distances de chaque galaxie. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ça, si l'animation marche, voilà. Que les choses s'éloignent. Donc l'univers, ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai grandi, j'ai fait une moitié ici, on va dire mathématique, moi j'ai grandi la distance entre chaque galaxie. Et ce qu'on voit, c'est que pour le même temps, celle-ci s'éloigne plus vite de nous que celle-ci pas. Okay. Et donc on voit cette relation directe entre la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance. Donc vraiment ce que ça veut dire, ce que ça veut dire ce diagramme que vous voyez ici, c'est que ici c'est la taille, ici c'est la vitesse d'éloignement, c'est que l'univers est en expansion. Donc c'est vraiment, quand je vous dis l'univers est en expansion, ça peut paraître bizarre parce que je viens aussi de vous dire que la taille de l'univers est potentiellement infinie. Mais l'avantage de l'infini, c'est que si on fait 2 fois l'infini, c'est toujours l'infini. Et donc, ce que ça veut dire vraiment, c'est que la distance typique entre deux galaxies s'éloigne. Donc ça a des concepts qui sont... Je vous dis des choses simples, mais en fait, il y a des concepts derrière qui sont vachement importants. C'est que si l'univers est en expansion, c'est la distance entre deux galaxies s'éloigne. C'est-à-dire que si on remonte dans le passé, l'univers était plus petit. Là, j'ai rien dit de... incroyable, hein, mais si on veut aller, on peut pousser ça jusqu'au moment où on se dit qu'en fait la distance entre deux galaxies tend vers 0. Et la vitesse à laquelle cette chose-là va se passer va nous donner une indication de ce qui constitue l'univers. Donc ici, je vous montre la taille de l'univers par rapport à aujourd'hui. Donc disons que la taille, donc il faut voir ici la taille, c'est la distance typique entre deux galaxies, encore une fois. Disons que c'est 1. Voilà. C'est l'unité, c'est 1, c'est comment c'est aujourd'hui. Et ça, c'est le temps par rapport à nous. Donc ici, on est dans le passé, là-bas, on est dans le futur. Et si l'univers était plus petit avant, il était là, donc il a fallu du temps pour qu'il soit plus petit et que l'univers soit en expansion. Et ces courbes ici nous donnent l'indication des modèles qui existent, de comment on imagine l'expansion de l'univers en fonction de ce qu'il constitue. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y avait
une impulsion initiale. Donc ici, ce qu'on montre ici, il y a une taille de 0. Ça, ce sera le Big Bang, on va revenir juste après. C'est-à-dire qu'il y a eu un Big Bang, voilà, il y a eu un moment, et l'expansion est partie. Et là, selon la vitesse, selon ce qui constitue l'univers, l'expansion est plus ou moins rapide. Donc ici, cette courbe, c'est la taille, c'est ce qu'on appelle la densité critique de l'univers. Donc en gros, ce qu'il faut voir, c'est le nombre de galaxies par volume qu'on peut imaginer. On peut imaginer que s'il y avait beaucoup de galaxies, quand ça avait fait cette impulsion, il y avait beaucoup de galaxies, mais en fait, la gravité entre chaque galaxie a fait que cette impulsion était ralentie. Et il y a un moment où, selon cette vitesse, à un moment donné, ça va retomber. Si la gravité, on peut imaginer que ça gonfle comme ça, puis la gravité entre chaque galaxie va devenir forte, et ça va finir par retomber sur elle-même. Ça, c'est ce qu'on appelle un Big Crunch. Et on peut aussi imaginer que l'impulsion initiale était tellement forte que le nombre de galaxies, la densité volumique, donc le nombre de galaxies qu'on avait, est trop faible et explose pour toujours. Donc ça, il faudrait aussi, si je jette un caillou en l'air, si je le jette fort, bon, bah, il va retomber, mais si je le jette très fort, je suis vraiment très fort, il peut partir en orbite. Donc pas à la main évidemment, mais il peut partir en orbite. Et donc s'il peut tomber, et hop, explosion pour toujours. Donc cette limite de densité critique qui est la variation entre le moment où ça va retomber toujours et le moment où ça va ou pas en expansion, c'est cette valeur d'ici à 1, qu'on appelle la densité critique. Et vous voyez qu'en fait, la seule chose entre guillemets qu'on a à faire, c'est de regarder dans l'espace, regarder dans le passé, pour voir si on arrive à savoir sur quelle courbe on se situe. Et savoir sur quelle courbe on se situe, on arrivera à savoir c'est quoi le destin de l'univers. Est-ce que l'univers va s'effondrer sur lui-même, ou est-ce que l'univers va grandir pour toujours. Donc pour vous donner une idée, ici, ce n'est pas juste des points qui sont mis au centre ici, ça en fait c'est les données, si on zoome, c'est les données qui viennent de Hubble. Donc vous voyez que si on s'arrête aux données de Hubble d'il y a 100 ans, on ne sait pas, toutes les courbes passent au même endroit. Okay, et d'ailleurs, le fait qu'elles passent toutes au même endroit, c'est parce qu'on connaît H0. On va en revenir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer des choses pour peupler ce diagramme ici pour voir ce qui se passe. Donc il faut une mesure de l'âge de l'univers et il faut une mesure de la taille relative de l'univers. Donc on va commencer par le plus facile entre guillemets, qui est cet axe ici. Comment on fait pour mesurer la taille de l'univers à un moment donné? Il y a un téléphone, c'est pas grave. Ici, donc, on utilise pour ça ce qu'on appelle le redshift. Donc je veux dire le redshift, ça veut dire l'étalement vers le rouge, okay, ou le décalage vers le rouge de la longueur d'onde d'un photon. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que, ici je vous l'ai montré, c'est l'espace. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment voir que ce n'est pas la vitesse de l'univers qui grandit, c'est vraiment l'espace-temps qui s'éloigne. Les galaxies s'éloignent les unes des autres parce que l'espace-temps s'étire. Et quand l'espace-temps s'étire, tout ce qu'il y a dans l'espace-temps, toute la lumière qui est dans l'espace-temps, se fait étirer en même temps. Vous voyez, c'est que si on a un photon qui part d'une galaxie, par exemple, la lumière, souvent c'est la lumière d'hydrogène, on regarde dans l'astronomie. Donc si on regarde la lumière H-alpha, qui est la réémission principale de l'hydrogène dans le visible, on a ici une émission qui est envoyée par une galaxie ici, le photon part. Et le temps qui nous arrive, et nous on est dans cette galaxie ici, qui est là, mais le temps qui met à parcourir la distance entre elle et nous, l'univers est en expansion. Et quand l'univers est en expansion, ce qui va se passer, c'est que le photon va se faire étirer, parce que l'univers est en expansion. Donc la longueur d'onde du photon va se faire étirer, un peu comme si c'était sur un scotch et que je tire sur le scotch, comme ça. Et un photon qui se fait étirer, il devient plus rouge. Et c'est comme l'effet Doppler pour dont on a l'habitude pour le son. Une voiture, une ambulance qui s'éloigne de nous, elle apparaît plus grave. C'est parce que sa longueur d'onde s'est fait étirer. Grave en lumière, c'est rouge. Donc encore une fois, c'est pas parce que la lumière. Ici, c'est important, c'est que c'est pas parce que la galaxie bouge, contrairement à. C'est la limite de l'effet Doppler, c'est pas vraiment un effet Doppler, ce qu'on appelle un effet Doppler cosmologique. C'est pas vraiment un effet Doppler, c'est pas la galaxie qui bouge et donc qui va tirer le photon. C'est vraiment le photon est parti et c'est l'espace-temps qui a grandi. Okay. Donc du décalage vers le rouge, je vais sûrement dire redshift, du décalage vers le rouge, le redshift, on peut mesurer la taille relative de l'expression de l'univers entre le moment d'émission et le moment d'absorption. Donc j'ai un point, et je sais qu'entre le moment d'émission et le moment d'absorption, j'ai ça. Par contre, j'ai aucune idée de savoir si l'univers a fait comme ça, si l'univers a fait comme ça, ou s'il a grandi linéairement comme j'ai dessiné ici. Parce que je n'ai que un point et un point. Donc je sais juste la taille relative de l'univers entre le moment d'émission et le moment d'absorption. Par contre, si j'arrive à faire cette mesure pour plein de galaxies, il y a plein de moments différents, et ben je peux le faire pas à pas, mesurer l'extension de l'univers. Et pour ça, il nous faut un indicateur en plus, pas juste la valeur de la chiffre, il nous faut aussi la distance entre cette galaxie et nous. Et pour avoir la distance, on utilise l'échantillon standard. Et l'échantillon standard, la plus puissante aujourd'hui, celle qui est utilisée en cosmologie, la seule qui marche vraiment, c'est les supernovas type 1A. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une supernova type 1A. Je vais vous dire que c'est une explosion d'une naine blanche qui va exploser, l'événement va grandir, va redescendre. Je vais vous montrer une image après. Et cette naine blanche ici va devenir une supernova type 1A. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes pour les supernovas type 1A. C'est que leur mécanisme qu'on a observé fait en sorte que leur luminosité maximum est à peu près toujours la même. Donc deux supernovas, c'est ce qu'on appelle l'échantillon standard,
elles sont toujours à peu près aussi lumineuses les unes que les autres. Donc si elles nous apparaissent beaucoup moins lumineuses, donc si leur flux est beaucoup plus petit, c'est parce qu'en fait elle est beaucoup plus loin. Donc en mesurant la mesure du flux, vu qu'on sait que leur luminosité est à peu près toujours la même, on a une idée de la distance. Donc c'est très important, c'est ça le constat d'une chandelle standard. Les supernovas ont aussi une autre caractéristique unique, c'est qu'elles sont extrêmement brillantes. Au moment où on arrive au pic de luminosité, l'énergie qui est libérée par la supernova fait en sorte qu'elles sont aussi lumineuses qu'une galaxie tout entière. Donc on peut observer des galaxies très très loin, et pareil, on peut observer des supernovas très très loin. Donc quand j'ai une galaxie, ce qu'il faut voir, c'est pour vous donner le chiffre. C'est-à-dire qu'une supernova type A, quand elle explose, elle est aussi lumineuse que 10 puissance 10 Soleil. Donc 1 avec 10 zéros derrière, Soleil. Donc c'est très très lumineux. Si une supernova type A explosait de l'autre côté de la Voie lactée, bon, potentiellement il ferait plus nuit pendant quelques mois. Ce qui serait rigolo, mais ça va pareil. Donc ici je vous montre un exemple. Ici c'est une vraie supernova type A. Donc ici c'est la galaxie que vous connaissez peut-être qui s'appelle M101. Et donc la galaxie M101, il y a une photo qui avait été prise par le télescope spatial Hubble, encore lui, avant que la supernova explose dans les années 2000. Et ici en 2011, on a une supernova type A qui a explosé et qui a explosé ici. Vous voyez qu'avant il n'y avait rien. Et maintenant on a ce truc très brillant ici. Donc cette supernova type A est très brillante, vous voyez que sa luminosité est à peu près similaire à la luminosité ici de la galaxie. Et donc pour vous montrer un peu plus des figures réelles, ça c'est le flux, donc vers le haut c'est les plus lumineux, ici c'est le temps, et ça c'est le temps en jour par rapport au maximum. Vous voyez ici dans différentes bandes, donc dans le rouge, dans le bleu ou dans le infrarouge. Et ici dans la bande bleue c'est aussi le maximum, et vous voyez que la supernova explose quelque part par ici, et son flux augmente pendant à peu près 2 semaines, et après il réduit pendant à peu près 2 mois. Et après quelques mois, on ne peut plus voir cette supernova parce que toute l'énergie est dissipée et en fait, ce truc-là n'est plus assez brillant pour qu'on puisse le détecter. Et donc en regardant ces choses-là, en regardant cette supernova type A, on a une idée de la distance. Et donc on va revenir, il faut aussi, pour le lien, c'était, je vous ai montré à l'échelle, c'était la taille de l'univers, donc ça le redshift. Ici je vous parle de luminosité, et donc le lien entre la luminosité et le temps, c'est qu'en effet la vitesse de la lumière est constante. Donc pour vous donner des idées aussi de temps, parce que c'est important et c'est des fois un peu vertigineux dans la cosmologie, pour donner une idée du temps, donc vous le savez sûrement, le Soleil, il faut 8 minutes pour la lumière pour venir. C'est-à-dire un peu à la moitié du temps que je viens de faire, là, la lumière est venue du Soleil. C'est 1 seconde pour la Lune. L'étoile la plus proche de nous, c'est 4 ans. Donc il y a 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On passait de 80 sur les roses. Les gilets jaunes n'avaient pas encore commencé. Quand j'ai fait ces slides, c'était les Césars. Et les Césars en 2018, c'était sur l'abattement par an. Et il y a eu la mort de Stephen Hawking aussi. Donc ça c'est, voilà, avec 4 ans, il y avait ça. Donc il n'y a pas encore les gilets jaunes, il n'y a pas encore le Covid, la guerre en Ukraine, on n'en parle pas. Il y a déjà plus la Crimée pour les Ukrainiens. Ici, la galaxie la plus proche, donc là on passe sur l'échelle de la galaxie la plus proche, c'est 150 000 ans. Donc ça c'est vraiment un voisin de notre Voie lactée, c'est un satellite de la Voie lactée, c'est la galaxie la plus proche. La lumière qui nous vient de cette galaxie, elle a été émise quand les hommes apparaissaient sur Terre. Et l'amas de galaxies, on dit le groupe dans le galaxie dans lequel on se trouve, notre amas de galaxies, ou les amas de galaxies les plus proches, la distance est 60 millions d'années. Donc les lumières qui nous viennent des amas de galaxies les plus proches de nous, c'était quand les dinosaures disparaissaient de la Terre. Et les supernovas, c'est ça dont on parle aujourd'hui, la lumière, la plupart des supernovas qu'on observe, qui sont très lumineuses, qu'on peut voir loin dans l'univers, leur lumière a été émise, la Terre n'était pas encore formée. Donc il a fallu le temps que la Terre se forme, que les dinosaures disparaissent, que les humains apparaissent, qu'on construise des télescopes, et hop, on a la lumière de cette supernova qui a été émise. Donc c'est ça les ordres de grandeur. Donc je vous le dis ici, maintenant on peut peupler ce diagramme. Ici, on mesure, c'est le stretch, donc le redshift, pardon. Le redshift, donc le décalage de la lumière, le stretch de la lumière, donc le redshift. Et ici, c'est le temps. Donc ici, c'est les supernovas. Donc je vais dire, on a une lumière de distance, vu que la vitesse de lumière est constante, c'est une mesure de temps. Et quand on met des supernovas qu'on a observées aujourd'hui et qu'on les met sur ce diagramme, ici vous voyez différentes couleurs. Donc, ces couleurs, c'est différents instruments qui ont été utilisés pour faire ces mesures. Donc il faut plus les supernovas réellement, plus les lumières importants. Et ici en rouge, il faut même aller dans l'espace pour les voir ces supernovas tellement qu'elles sont rouges. Donc il faut aller dans le Hubble. Ça, c'est les points rouges. Et si on fait la moyenne de tous ces points, vous savez, c'est cette ligne, c'est ces courbes, c'est ces ronds noirs que j'ai dessinés ici. Et ce que vous pouvez remarquer, deux choses. La première, c'est que ça passe à travers aucune droite. Donc c'est là un problème. Et la deuxième, c'est que c'est dans la zone blanche. Donc la première conclusion, c'est qu'il y a des chances que l'univers s'étende pour toujours et que les courbes qui sont dans la zone bleue ici soient complètement exclues. Donc le Big Crunch, comme on l'appelle, a été un peu exclu il y a maintenant une vingtaine d'années. Par contre, il faut comprendre pourquoi ça passe à travers aucune droite. C'est un peu étonnant. Ce qui manque ici, c'est qu'il manque quelque chose dans le modèle. Il manquait l'énergie noire. Donc on n'avait pas pensé qu'il y avait l'énergie noire. On fait la constante de cosmologie, les équations d'Einstein. Et si on rajoute qu'il y a à peu près 70% d'énergie noire aujourd'hui,
on tombe exactement sur les mesures qu'on a faites ici. Donc ça, c'était la découverte il y a une vingtaine d'années de l'énergie noire qui constitue aujourd'hui 70% de notre univers, de l'énergie de notre univers. Il y a, dans le reste, il y a à peu près 25% ou 30% de matière, donc 25% de matière noire et 5% d'atomes. Donc les supernovae sont capables de faire la différence entre énergie noire et matière, mais pas entre matière noire et matière ordinaire. Ça, on ne sait pas faire avec ça. Donc c'est l'image qu'on a aujourd'hui de l'univers. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous parle de ça, parce qu'on était censé parler de constante de Hubble, vous allez voir, c'est quoi en ligne. Donc ici, on est dans ce modèle standard de la cosmologie, où on a cette vision de l'univers. On a ici, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, donc on ne sait pas bien ce qui se passe, on a cette idée de l'inflation qui commence au tout début de l'univers. C'est assez flou, ce qui se passe ici, il y a des tas de modèles qui existent, on n'a pas aucune observation directe que l'inflation existe. C'est-à-dire que ça explique beaucoup de choses qu'on observe, mais selon les modèles, on n'a aucune mesure directe. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Donc là, on voit, c'est une observation. Et ça a été la première preuve directe, à mon sens, que le Big Bang était quelque chose de réel. C'était observé dans les années 60. Donc c'est quand on regarde dans les ondes de micro-ondes, on voit que l'univers est peu homogène, et ça, c'est la lumière qui nous vient du moment où l'univers était en expansion. Donc il était au début, quand on arrivait vers 0, la taille de l'univers relative c'est 0, c'était extrêmement dense, puisqu'on tend vers 0. Et au fur et à mesure, l'univers en expansion, et donc la distance entre deux atomes s'augmentait. Mais avant qu'elle augmente suffisamment, dès qu'un photon était émis par un atome, par exemple un électron qui bouge, un proton qui bouge, ça émet de la lumière, et ben l'atome juste à côté, il était tellement près que pouf, il réabsorbait la lumière. Donc l'univers, en fait, était opaque pendant très longtemps, pendant 300 000 ans, il était opaque, parce que les atomes étaient trop proches les uns des autres. Arrivé à un moment donné, sous l'influence de l'expansion de l'univers, les atomes s'éloignaient les uns des autres, et donc la lumière qui était émise par un atome, finalement, elle n'était plus réabsorbée. Et l'univers est devenu transparent, à cause de l'expansion. Et ça, ce qu'on appelle la surface de dernière diffusion, la dernière fois qu'un photon est parti d'un atome, a rebondi sur un autre atome, et finalement n'a plus rebondi sur personne, c'est ce qu'on voit ici. Et ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et selon les endroits, on va revenir là-dessus un tout petit peu, sur les endroits où c'est plus ou moins rouge et plus ou moins bleu, c'est-à-dire que c'est plus ou moins dense, on a plus ou moins de lumière, c'est-à-dire qu'il y a plus d'atomes qui étaient prêts à faire ces rebonds. Donc ces endroits qui étaient surdenses, ou ces endroits qui étaient un peu sous-denses. Et donc ça, avec l'univers qui a augmenté, là c'est ce qu'on appelle les âges sombres de l'univers. Donc c'est-à-dire qu'il y avait les photons étaient libres, et puis voilà. Il n'y a plus rien qui émettait de la lumière, parce que l'univers est devenu neutre. Mais à un moment donné, le gaz qui était un gaz neutre, je pense que les photons avaient attrapé les électrons, et donc ça faisait des atomes neutres, il n'y avait aucune raison d'émettre de la lumière, et se chauffe sous l'effet de la gravité, et commence à former les premières étoiles, commence à former les premières galaxies. Ça c'est ce qu'on voit ici. Et quelque part, il y a quelques milliards d'années, l'univers s'est mis l'extension de l'univers s'est mis à réaccélérer. Et c'est ça, c'est sous l'influence de l'énergie noire, qui est devenue dominante à ce moment-là. Et nous, on est ici. Et donc, ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie aujourd'hui, c'est ça. C'est un univers constitué de 70% d'énergie noire, qui fait que l'extension de l'univers s'accélère. Qui peut être un peu compris comme une énergie de vide. Donc, plus il y a de vide, plus il y a d'énergie noire, plus il y a d'énergie noire, plus il y a de vide, plus il y a de vide, plus il y a d'énergie noire, et comme ça. Et ce qui fait que c'est pour ça que c'est l'expansion accélérée. Et ce qu'on appelle ici CDM, si vous voyez, on a CDM c'est parce que le reste, c'est qu'il y a des matières noires principalement dans l'univers. Donc ça, c'est un modèle qui marche extrêmement bien, et ça se marche dans le cadre de la relativité générale d'Einstein. Donc ça marche extrêmement bien, sauf que on comprend ni lambda ni CDM. Mais pour ça marche bien. Ok, donc pourquoi on parle de ça? On parle de ça parce qu'on parlait de H0, donc la constante de Hubble. Et en fait, il y a deux façons de mesurer la constante de Hubble dans la cosmologie moderne. Il y a ou en faisant quelque chose proche de ce qu'a fait Hubble il y a maintenant presque un siècle, donc mesurer des distances, mesurer des redshifts, faire la mesure directe et avoir de cette façon H0. Ou, et c'est la deuxième méthode, c'est qu'on a une mesure de l'univers à un grand redshift, il y a longtemps, il y a un redshift 1000, c'est-à-dire que l'univers est 1000 fois plus dense qu'il est aujourd'hui, par exemple. Donc c'est vraiment au tout début de l'univers. On a le fond diffus cosmologique, je vais revenir là-dessus. Et ça nous ancre les paramètres libres du modèle. Et donc c'est ce qu'on voit en physique, on a les conditions initiales, on met ça dans notre modèle. Après le modèle est complètement déterministe, donc si on fixe les conditions initiales, on peut prévoir l'expansion de l'univers à tout moment, et notamment quelle est l'expansion de l'univers actuelle. Et si on fait ça, c'est la mesure directe de H0 par un modèle, étant donné ce qu'on a mesuré il y a longtemps. Okay. Et donc ces deux mesures existent. Et donc ce qui est intéressant, c'est de les comparer. Donc là, on va passer sur un cas un petit peu plus compliqué du talk. Et pour vous parler de comment on fait ces mesures, on va prendre exactement les mesures qu'on fait. Donc ici, pour que ce soit clair,
Je vous ai dit que quand on est dans ce sens-là, c'est-à-dire que les supernovas sont plus lumineuses, sont moins lumineuses, elles nous apparaissent moins lumineuses, c'est vers la gauche ici. Donc on va vers le passé. Ici, je dis que les photons nous apparaissaient plus rouges parce qu'ils ont été mis il y a longtemps, donc l'univers a eu le temps de grandir beaucoup, donc ils sont devenus de plus en plus rouges. Donc, quand on fait la physique, quand on fait la cosmologie, quand on fait la physique en général, il faut toujours essayer de faire des figures dans lesquelles on a directement nos mesures elles-mêmes et pas des mesures qui en sont dérivées, parce que sinon on peut créer des modèles, des problèmes qui sont un peu sous-jacents. Donc on va faire cette mesure ici. Donc faites attention parce que les axes vont tourner, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Donc ici les supernovas moins lumineux ça va vers la gauche, et ici ça va vers le bas, le rouge. Attention, c'est dans l'autre sens. Les photons moins lumineux maintenant c'est par là, et les supernovas moins lumineux c'est par là. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ici ce qu'on appelle le module de distance, c'est juste une luminosité ou un flux en échelle log. Donc plus c'est grand, plus c'est long. Okay. Et ici le Z, c'est ce qu'on appelle directement le redshift. Donc c'est la différence entre la lumière émise par le photon et son décalage vers le rouge. En gros, ce qu'on peut voir ici, c'est que quand le Z, c'est la vitesse divisée par la vitesse, l'effet comme si c'était une vitesse de lumière, donc on ne voit pas une vitesse, hein, c'est comme si c'était une vitesse Doppler, mais c'est en fait l'expansion de l'univers qui fait cet effet de vitesse, mais ce n'est pas vraiment une vitesse, c'est l'étirement de la lumière. Donc ici, 1, ça veut dire que le photon est devenu 2 fois plus rouge. Et 0, c'est qu'il est aussi rouge qu'il était quand il était émis. Okay, donc ça veut dire que l'univers n'a pas grandi, et ça veut dire que l'univers est 2 fois plus grand qu'il était aujourd'hui. Donc, ça peut paraître contre-intuitif. Encore une fois, j'insiste sur cette idée de vitesse parce que 1 ici, ça veut dire que V et que Z est comme si c'était une vitesse aussi grande que la vitesse de la lumière. Parce que V ici, ça peut être vu comme. Z ici, ça peut être vu comme V sur C. Donc, si on est plus que 1, on peut avoir l'impression que c'est comme si les choses allaient plus vite que la vitesse de la lumière par rapport à nous. Et ça, c'est pas possible dans la loi de Einstein. Donc, j'insiste, c'est pas que c'est pas une vitesse, c'est un effet induit par l'expansion de l'univers. Et lui, l'expansion de l'univers, c'est juste une somme de plein de petites expansions au fur et à mesure du temps. Et ça peut avoir un effet. Ok. Donc ici, ce que je vous montre, tous les points que je vous montre ici, c'est ceux que vous avez montrés tout à l'heure dans le diagramme. C'est tous les supernovas qui ont été mesurés. Ok. Et donc cette courbe bleue ici, c'est la courbe qui était là tout à l'heure, qui était 70% d'énergie noire, 30% de matière. Et ces différentes mesures ici, c'est maintenant, quand on rentre dans le détail, quelles sont les équipes qui ont fait ces analyses. Et on peut voir ici deux choses. Donc, ici, c'est vraiment parce que voilà, cette fois-ci, ça c'est un plot, une figure qu'on peut voir dans un papier de cosmologie. Ici, le mu, donc ici, c'est cette échelle, cette mesure ici, ça dépend du redshift. Et ça dépend de la constante de Hubble au carré, fois la luminosité moyenne des supernovas. Et à grand redshift, on a la même chose, plus les paramètres cosmologiques ici, qui sont souvent représentés par cette delta ici. Ce que ça veut dire, cette chose ici, c'est que ici, toutes les courbes se croisent, et là, les courbes s'éloignent, comme vous avez vu tout à l'heure. Okay. Il y a différentes maladies cosmologiques, ça fait que les courbes s'éloignent ici, mais toutes se reprochent ici. Donc nous, dans cette courbe aujourd'hui, on va s'intéresser à cette partie-là, parce que vous voyez que si on arrivait, en fait, que les supernovas, c'est une chose importante pour cette discussion aujourd'hui, c'est que les supernovas en elles-mêmes, je vous ai dit, c'est une chandelle standard, elles ont toutes à peu près la même luminosité, mais on ne connaît pas leur luminosité. On sait juste qu'elles ont toutes à peu près la même luminosité, mais on ne sait pas de combien. On ne sait pas de combien de watts est une supernova type 1. On sait que c'est à peu près toujours le même nombre de watts, mais on ne sait pas si c'est 100 watts, 10 watts, 50 watts, on ne sait pas. C'est sûr, c'est beaucoup plus de watts. L'idée, c'est là. Donc ce qu'il nous faut, c'est une mesure indépendante de distance. Si j'ai une ampoule ici, et je peux faire cette fois-ci la logique inverse, si j'ai une ampoule qui connaît sa distance, et que je mesure son flux, je connais sa luminosité intrinsèque, je sais le nombre de watts de cette ampoule. Donc on va faire ça. Ce qu'il nous faut, c'est que pour certaines supernovas, on va avoir une mesure de la luminosité moyenne des supernovas, ce qui fait que de ces supernovas qui sont dans le diagramme de Hubble ici, on pourra séparer cette multiplication. Pour l'instant, on a A fois B, on veut A, il faut mesurer B. Ok, donc pour faire ça, il faut une mesure indépendante de distance. Donc pour faire ça, la distance et les mesures de distance en astronomie ou en cosmologie, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas faire une mesure avec une règle ou n'importe quoi, c'est beaucoup trop gros. Donc il nous faut des techniques. La seule technique qui est une distance absolue qu'on peut croire pour faire de la géométrie, et ça c'est quelque chose que connaissent bien les astronomes, c'est les parallaxes, on sait faire ça depuis longtemps. Donc les parallaxes, comment ça marche? Ici vous voyez une représentation du Soleil, et vous voyez la Terre qui tourne autour du Soleil, et ici deux céphéides, une qui est proche et une qui est loin. Et ici c'est ce qu'on appelle les parallaxes pour les deux. Donc la façon il faut le voir, c'est qu'une parallaxe, c'est si je suis ici, et que je me déplace, les gens qui sont par vous, qui êtes près de moi, j'ai l'impression que vous déplacez moins que quelqu'un qui est plus loin par rapport aux arbres qui sont au fond. Et donc ce décalage, je peux faire la géométrie à l'aise, et hop, je peux savoir la distance de cet objet. Parce que je connais la taille de la distance Terre-Lune. Donc je peux transformer cette taille de distance Terre-Lune en une distance de la céphéide, étant donné son déplacement que je vois par rapport à des étoiles ou des galaxies qui sont très très loin. Donc c'est les parallaxes, je fais ça depuis assez longtemps. Et ça nous permet de mesurer une mesure de géométrie. Donc ça, on a une mesure de distance. Maintenant, il faut aller de cette géométrie à
aux supernovas. Donc le problème, c'est qu'on n'a aucune supernova qui soit assez proche pour qu'on puisse faire cette mesure de parallaxe. Elles se trouvent beaucoup trop loin et les parallaxes sont beaucoup trop petites. Aujourd'hui, les meilleures distances de parallaxe qu'on peut faire, c'est Gaia qui est en train de les faire avec un télescope dans l'espace. Et c'est vraiment le décalage qu'on arrive à avoir, c'est un cheveu sur la Lune. C'est quand même pas mal. Mais c'est des ordres de grandeur trop grands pour faire des mesures de supernova qui sont à des très grandes distances. Ça permet de faire des mesures de quasiment la moitié de toutes les étoiles qui sont visibles dans notre galaxie, la moitié des galaxies. Donc il nous faut un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle des céphéides. Donc les céphéides, c'est des étoiles qui ont cette relation pulsation-luminosité et dont il y a plein de céphéides dans notre Voie lactée à nous. Et donc on peut faire la mesure des céphéides et on peut calibrer leur relation pulsation-luminosité et savoir que celles qui sont moins lumineuses sont celles qui ont la pulsation la plus grande. Et après, on prend cette mesure et on va faire la mesure de cette pulsation dans des galaxies dans lesquelles on a trouvé des supernovas. Donc c'est-à-dire que les céphéides, c'est extrêmement puissant comme mesure de distance, mais c'est 1000 fois moins lumineux qu'une supernova type 1. Je vous ai dit, une supernova type 1 c'est 1, c'est 10 puissance 10, mais une céphéide c'est 10 puissance 6. Donc c'est 1 million de soleils, c'est beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins qu'une supernova type 1. C'est-à-dire que le volume dans lequel on est capable de voir les céphéides est beaucoup plus petit que le volume dans lequel on est capable de voir les supernova type 1. Mais il existe une zone de quelques, on appelle des mégaparsecs, donc des millions d'années-lumière, sur lequel on arrive à en voir les deux. Donc il y a une quarantaine d'objets dans lesquels on a des supernovas assez proches, parce que les supernovas de 1 c'est quand même assez rare. Et il y a une quarantaine de galaxies dans lesquelles on a des supernovas type 1 et qui sont assez proches pour qu'on puisse faire cette mesure de distance avec des céphéides. Donc quand on fait ça, ça nous permet de mesurer des distances grâce aux céphéides dans ces galaxies et de mesurer cette fois-ci la luminosité des supernovas, parce qu'on mesure le flux, on connaît la distance, on en déduit la luminosité. Si on fait ça, on prend cette luminosité, on la met dans le diagramme de Hubble ici, et on en déduit H0. Okay, donc ce que je vous ai dit ici, c'est la mesure directe, moderne, de la valeur de H0, qui vaut maintenant 73 plus ou moins 1. Pour Hubble, il pensait que c'était 500. C'est pas tout à fait ça, mais c'était pas mal. Ici, on a donc cette idée de la mesure directe de l'échelle de distance. La géométrie nous permet d'entrer, on dit de calibrer la mesure de la pulsation des parallaxes, et les parallaxes, elles, nous permettent de mesurer la luminosité des supernovas, et les supernovas, elles, mesurent H0. On a 73. Donc maintenant, pourquoi c'est intéressant, c'est qu'on a ce chiffre, 73, c'est une mesure directe d'un paramètre cosmologique de l'univers. Donc maintenant, on peut comparer à ce que nous dit la prédiction du modèle standard de la cosmologie. Donc je vous l'ai dit, ça c'est le fond diffus cosmologique, donc vous pouvez le voir comme la surface de la diffusion des photons dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est une photo de à quoi ressemble l'univers 300 000 ans après sa formation. Donc il y a très longtemps, il y a 13 milliards d'années, 14 milliards d'années. Et là, l'univers est extrêmement dense, il n'y a pas encore d'étoiles, il n'y a pas encore de galaxies. C'est vraiment, je l'ai dit, là, c'est les atomes, ils viennent de se former. Et ils viennent de devenir neutres. Donc les protons viennent d'absorber les électrons, donc ça reste de l'hydrogène, parce qu'elles ont que l'hydrogène à ce moment-là. Et la lumière est libre de partir, parce qu'elle n'est plus absorbée par ces choses-là, l'univers est assez peu dense. Et là, c'est la photo de l'univers. Enfin, ça c'est une photo qui c'est une empreinte qui est dans l'univers, parce que c'est vraiment à un moment donné, ça s'est arrêté. Quasiment à un moment donné, ça s'est arrêté. Et hop, tous les photons étaient libres. Et là, c'est l'empreinte de la dernière fois qu'ils ont tapé quelqu'un. Un atome. Et les petits points rouges que vous voyez ici, c'est des endroits où il y avait plus de photons qui nous viennent, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'atomes qui étaient capables de faire ce rebond. Des endroits bleus ici, c'est des endroits où il y avait moins de photons qui nous viennent, c'est des endroits plus froids, on dit. Et donc ça veut dire qu'il y avait moins d'atomes à cet endroit. Alors ce qui va se passer, c'est que les endroits un tout petit peu surdenses, donc c'est pas beaucoup, mais un tout petit peu surdenses, c'est là où vont se former les galaxies latérales. Il y a un peu plus d'atomes, et donc la gravité va en attirer encore plus, encore plus, encore plus. Et les structures vont se former, c'est là où il y aura les galaxies. Et les endroits plus bleus, c'est là où il y aura les vides. Okay. Donc ça, on va essayer de le décomposer. Donc je vous montre comment on fait. Donc en mathématiques, on a ce qu'on appelle les harmoniques sphériques. Donc on a ces choses-là sur les sphères. Ici, vous voyez que le numéro 2, c'est ça, le numéro 3, c'est ça. Vous voyez, par exemple, si on va sur des choses comme le numéro 5, on voit apparaître, vous voyez, des zones. Ça, c'est cette taille typique. De zone bleue, de zone rouge qui est là. Donc on peut faire cette harmonique sphérique ici. Donc ici, je vous montre de 1 à 2. On peut aller en effet jusqu'à plusieurs milliers. Et ça ressemble à ça. Ici, c'est les harmoniques sphériques que je vous ai données. Donc vous voyez que 2, c'est des très grandes échelles, donc c'est des relations de flux entre des très grandes échelles, échelle 2, et les toutes petites échelles, c'est très grands chiffres. Donc ici, ce que je vous montre, celui-là il est un petit peu dur, celui que je vous montre ici, c'est l'amplitude dont on a besoin. Donc on fait là, on prend ces harmoniques sphériques et on va en faire la somme. Donc on va dire que je vais prendre un peu de 2, un peu de 3, un peu de 4, un peu moins de 5, etc. jusqu'à n. Et si on fait la somme de tous ces harmoniques sphériques, de toutes ces compositions, on va essayer de reformer ce qu'on a trouvé ici, pour que l'image de la somme de tous ces harmoniques sphériques devienne l'image de l'indice. Et si on fait ça, on peut comparer ça à ce qu'on attendrait, étant donné ce qu'on sait de la cosmologie. Et donc les points rouges que vous voyez ici, c'est cette valeur, c'est l'amplitude nécessaire pour faire ces harmoniques sphériques.
Okay, donc 2 c'est les petites échelles, 2 c'est les grandes échelles et 2 c'est les demi c'est les petites échelles. Et vous voyez ici en rouge qu'il y a des pics qui apparaissent. Et ces pics que vous voyez ici, le premier pic il est quasiment à 1 degré. Et c'est typiquement cette taille que vous voyez là. Et il y a des structures, je mets la main sur mon micro là. Vous voyez des structures ici qui ont l'air à l'œil, on voit quand même qu'il y a cette taille qui existe. Et bien cette taille là, c'est 1 degré. Et ça veut dire qu'il faut beaucoup de cet élément qui est 1 degré, et puis après il y a des petites bosses comme ça. Okay. Et en bleu, c'est la prédiction du modèle standard. Donc c'est la prédiction qu'on a, étant donné dans la CDM, avec seulement 6 paramètres libres. Il y a 6 paramètres, on a dû l'adapter pour faire ce fit. Et par contre, des points, vous voyez qu'on a des milliers de points là. Et donc c'est extrême, c'est pour ça que je dis que lambda CDM marche extrêmement bien. C'est qu'avec seulement 6 paramètres libres, on arrive à faire une prédiction d'une fonction extrêmement complexe. Et si je vous disais que vous avez le droit à 6 paramètres libres, fitter ce que vous voulez là-dedans, ça va être extrêmement dur de fitter l'ensemble de ces points ici. Avec une composition de ce que vous connaissez, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est extrêmement puissant parce que c'est extrêmement prédictif. Et si on fait ça, eh ben, on a une mesure extrêmement précise de l'ensemble des paramètres cosmologiques à un réactif de 1000. Ça ancre le modèle standard. Et on est capable maintenant de dire, je connais l'univers à un réactif de 1000, je suis capable de prédire le réactif de l'extension de l'univers à tous les réactifs. Et notamment, je suis capable de prédire maintenant, avec ce modèle, la valeur du réactif, la valeur de l'extension de l'univers aujourd'hui. Et ça, c'est H0, c'est vraiment la définition. Et de ça, je dis, je sais que c'est 67,4 plus ou moins 5. Je peux changer le modèle. Alors, si je change le neutrino qu'il y a dans mon modèle, je vais changer la valeur prédite de H0. Si j'augmente la masse de mes neutrinos, je vais baisser la valeur de H0 en même temps. Ici, on va comprendre comment ça marche, juste pour vous montrer que c'est modèle dépendant. Si je change ce que je sais de la physique, je vais changer ce que je prédis être H0. Parce que ça a changé mon modèle. Okay. Donc là, vous l'avez peut-être vu, mais ils ne sont pas d'accord. Donc ici, c'est la mesure directe. Alors, je le dis, je ne connais rien à la cosmologie, mais je sais mesurer H0, j'ai fait une mesure directe, c'est 73. Et lui dit, moi je ne sais rien de l'univers aujourd'hui, mais ce que je te dis, c'est que je connais mon modèle cosmologique, je connais mes données à un réactif de 1000, et je te dis que H0 c'est 67. Et les deux ne sont pas d'accord. Donc ils ne sont pas d'accord à beaucoup, ce qu'on appelle 5 sigma, c'est-à-dire que c'est une chance sur 10 puissance 7, que ce soit juste du hasard. Donc ça fait quand même pas beaucoup de chance. Donc si ça c'est une fluctuation aléatoire, on arrive au moment où on ne croit plus que ce soit une fluctuation aléatoire, c'est plus possible, c'est beaucoup trop improbable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre. Et donc on va se demander si c'est des choses qui sont, liées à de la nouvelle physique. La nouvelle physique, ça ferait bouger ce point-là. On rajoute des neutrinos, on change l'énergie noire, on va voir un petit peu, ça fait bouger ce point-là. Ou alors, ça ce qui est fort avec la mesure, c'est que ça ne dépend pas de la physique, ça ne dépend pas de la cosmologie. C'est une mesure directe. C'est la géométrie qui va se faire. Mais par contre, il y a peut-être une erreur dans la mesure. Donc on va voir si une erreur dans la mesure pourrait faire baisser cette valeur-là. On va voir ça un peu dans la suite. On va commencer par une chose importante, parce qu'on a dit qu'on parlait des supernovas. Un des messages, donc le premier message que vous avez pu retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une tension. Okay. Ils ne sont pas d'accord entre les mesures directes et les prédictions du modèle standard ancrées par les données du Big Bang, si vous voulez. La deuxième chose qu'il faut se rappeler, c'est que les supernovas et ce qu'on appelle CMB, donc les données qui viennent d'un chiffre de 1000, le Big Bang, les supernovas et CMB sont en accord complet. Donc ça peut paraître trivial dans ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire ici, c'est que les supernovas elles-mêmes ne mesurent pas H0. Les supernovas elles-mêmes mesurent la relation entre H0 carré et la luminosité moyenne des supernovas. Et nous donnent la forme de l'extension de l'univers en fonction du chiffre, en fonction du temps, mais ne donnent pas le projet. Elle donne la forme. Et ici, je trace en gris la prédiction qui vient des données de Planck. Donc Planck, c'est le CMB. C'est les télescopes qui a fait les mesures. Donc celle que je vous ai montré tout à l'heure avec les harmoniques sphériques et tout ça. Si je fais la prédiction de quelle devrait être H de Z, donc l'extension de l'univers en fonction du temps, c'est exactement la même. Ou une autre façon de le voir, c'est que si je soustrais au point ici la courbe qui est là, j'ai ces résidus qui sont ici, vous voyez que les résidus sont un peu au hasard autour de cette courbe. Ce que ça veut dire ici, c'est que les prédictions du modèle standard de la cosmologie ancrée par le CMB, par Planck, par les mesures très redshift, sont d'accord complet dans la forme de l'extension de l'univers avec ce que mesurent les supernovas. Là où ça ne marche plus, c'est pour le point zéro, pour l'amplitude initiale. Mais la forme elle-même que ça prend, le fait qu'il y ait une expansion de l'univers qui apparaisse, tout ça, aucun problème. La forme est parfaite. Donc il y a une autre chose qui va pas. Il y a d'autres choses que prédit le CMB, c'est ce qu'on appelle le BAO. Donc je l'ai dit, le BAO, l'oscillation acoustique des baryons, ça veut dire où vont se former les galaxies. Je vous en ai un peu dit tout à l'heure. Il y a des endroits où c'est surdense, des endroits où c'est sous-dense. Dans les endroits où c'est surdense, il va y avoir des galaxies. Plus de galaxies que les endroits où c'est sous-dense, il y aura plutôt du vide. Et vous avez vu qu'en fait, le
ce qu'on appelle le spectre de puissance, que vous avez vu tout à l'heure avec Eblos, n'est pas plat. Il va y avoir des distances typiques, donc 1 degré, où il va y avoir, si je prends une galaxie ici, ma probabilité de trouver une autre galaxie par rapport au hasard est plus grande à 1 degré de moins. Parce que c'est ce que je vous ai montré, c'est l'échelle que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça veut dire que ce 1 degré ici va se transformer en des distances où vont se former des galaxies. Donc ça, c'est encore une fois un peu compliqué. Ici, je vous montre la distance typique entre deux galaxies et la probabilité de trouver une autre galaxie par rapport au fait que ce soit juste du hasard. Donc si l'univers est complètement homogène, on n'a pas de galaxie au départ, mais imaginons que ce soit relativement homogène, et il devrait y avoir des galaxies un peu partout, un peu au hasard. Ce que je vous dis ici, c'est que les galaxies ne sont pas mises au hasard dans l'univers, elles sont formées à cause des surdensités qu'il y avait au tout début. Et ce qui veut dire qu'ici, il y a un pic de distance que vous voyez ici, et ça, les mesures sont en noir, les prédictions de Planck sont en jaune, donc ça, c'est les prédictions de notre modèle standard sont en jaune ici, et les mesures, si on oublie tout ce qu'on sait, le plus simple, c'est ce qui est en rouge ici. Vous voyez que c'est en taux, d'accord. Petite question, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Les baryons, c'est des particules composées. Les baryons, c'est tout ce qui est de la matière baryonique. La matière, qu'est-ce que c'est que les autres, pour ceux qui ne savent pas, oscillation acoustique? Oscillation acoustique, c'est ce que je veux dire, c'est qu'au tout début, il y a eu donc les baryons, c'est ça, c'est la matière ordinaire, c'est les photons, c'est tout ce qui n'est pas matière noire en fait. Okay, donc c'est la matière normale, c'est celle qui nous compose. Donc c'est surtout l'hydrogène au début, c'est des protons et des électrons. Et donc l'oscillation acoustique des baryons, l'oscillation acoustique, c'est parce que en fait, je vous ai dit quand l'univers était très dense, donc avant cette image ici, les photons étaient envoyés et ils étaient recapturés par une autre particule juste après. Donc ça a fait comme si c'était du son, ce qu'on appelle du son, parce que c'est vraiment la même façon dont se propage le son pour moi. Je bouge quelque chose, la particule d'après le capte, et le capte de proche en proche comme ça. Et donc la lumière ici, au moment où c'était avant cette image ici, c'était du son. Donc on voit qu'on dit une oscillation acoustique, que ça se comportait comme du son. Vraiment le photon envoyé, c'était tout de suite recapturé. Donc ça faisait ces vagues un peu sonores, sauf que le moyen de transport c'était pas la vibration, c'était la lumière. C'est pour ça qu'on dit une oscillation acoustique. Et baryons, parce qu'il n'y a que les baryons qui interagissent avec la lumière. Donc il n'y a que les baryons qui sont affectés par ça. La matière noire n'est pas affectée par ça, dans les modèles normaux. Donc c'est pour ça qu'il y a une empreinte, à cause de cette oscillation acoustique, une empreinte de où vont se trouver, si je suis une galaxie, où va se trouver mes plus proches voisins, et bien ce sera à 1 degré de moins. Comme si c'était du son qui s'était propagé. À un moment donné, l'univers s'est figé, parce que l'univers est transparent, et ça a imprimé cette vague qui vaut 1 degré. Et c'est ce qu'on voyait dans la bosse. C'est-à-dire que c'est là où on va avoir une surprobabilité de trouver des galaxies. Et ça, c'est ce qu'on voit ici. Et c'est en accord parfait avec le modèle standard de l'acceleration. Donc là, on va faire quelque chose qui est un peu étonnant, c'est qu'on va faire la mesure qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on appelle la mesure directe de distance. On a dit que le but du jeu pour avoir H0, c'est de trouver la luminosité moyenne des supernovas. On va faire ce qu'on appelle, c'est une mesure très récente, qui s'appelle la mesure inverse de l'échelle de distance. Ce qu'on a, c'est qu'on a cette échelle typique, ici, je vous ai dit, de 1 degré de l'univers. Ça va dire que l'univers va grandir, et donc on a ce cercle ici, le BAO dont je viens de parler. Donc on peut avoir cette taille de l'univers qui va grossir. Et on peut se dire, moi je veux, à un moment donné, les supernovas, ça vient de très loin, hein, et les supernovas ici, 3 milliards d'années, vous voyez, c'est à peu près ici, et 5 milliards d'années après le Big Bang, c'est à peu près là, dans la taille de l'univers relatif. Là. Et donc ce que je peux dire, c'est que je peux imposer que la taille que me donne l'univers des supernovas corresponde à la taille de l'univers que me donnent les galaxies. En gros, on vit dans le même univers, donc si mes galaxies me disent que l'univers a grandi de temps, bah, je veux que mes supernovas me disent la même chose. Et si je fais ça, ça revient à mesurer la luminosité moyenne des supernovas. Parce que ça me donne le point 0. Et au lieu de le mesurer à 0, je le mesure à une grande distance. Cette distance qui est à peu près à moitié de l'âge de l'univers. Donc je force statistiquement que l'univers soit le même au moment où les supernovas et le BAO se croisent. Et si je fais ça, et ben la mesure de H0 est en accord parfait avec le fond diffus cosmologique. Donc c'est-à-dire encore une fois, ce n'est pas le point 0 des supernovas qui ne va pas, c'est le point 0 fait par les mesures de Cepheid. Par contre, il faut voir encore une fois que ici, ce point-là et ce point-là ne sont pas complètement indépendants, parce que j'ai besoin de cette échelle de distance typique qui vient du CMB. Ça se trouve, ce qui ne va pas, c'est ce que j'ai compris du CMB, la physique du CMB. Encore une fois, si je change mon modèle ici, ça change les choses. Parce que je dois dire pourquoi j'ai cette échelle et quelle est la taille, à quelle taille correspond cette échelle. Et ça dépend du nombre de neutrinos, de choses que je mets dans la soupe que je mets dans ma physique. Okay. Donc en tout cas, c'est une mesure, c'est relativement dépendant de ça. Ça n'a besoin que du pic, du premier pic. Tout le reste, on n'a pas besoin. Donc c'est vraiment très stable. Donc on peut voir qu'est-ce qui se passe si on change le modèle. Et après, on va parler des supernovas. Donc si on change de modèle, ici, je vous ai montré cette figure tout à l'heure. Ici, c'est un tout petit peu compliqué encore. Donc ici, vous voyez NF, c'est ce qu'on peut voir comme le nombre effectif de neutrinos.
Donc quand on en a 3 dans le modèle standard, ça se trouve, il y aurait une nouvelle particule qui se comporterait un peu comme un neutrino. Donc se comporter comme un neutrino, c'est-à-dire qu'on n'interagit pas avec la lumière, ou très peu. On interagit juste avec des interactions faibles, des choses comme ça. Donc c'est pas quelque chose comme un électron, quelque chose comme un proton, c'est un neutrino. Donc c'est un baryon, c'est quelque chose qu'on connaît, qui interagit avec la matière normale, mais qui n'interagit pas beaucoup. Et donc on peut imaginer qu'on peut inventer de nouvelles particules, celles qu'on doit. Et que ça fait que si c'est exactement un neutrino, ça fait plus 1, mais si c'est quelque chose qui est un peu à mi-chemin, ça serait 0,5. Okay. Donc si j'augmente, si je crée cette nouvelle particule et que je la mets dans le modèle, et bien la prédiction de la valeur de H0 qui est le Planck, elle augmente. C'est comme ça. Et on peut voir que si on est à genre 1 même, on arrive exactement dans la prédiction de la mesure qui vient de H+. Tout ça, c'était très discuté parce que ça pourrait être une mesure directe qu'il existe en fait un nouveau neutrino dans l'univers que l'HC, donc que les acteurs de particules n'ont pas vu, qui peut être très compliqué, on ne sait pas grand chose sur sa nature, mais on pourrait se dire, voilà, ça se trouve en fait. Nous on pense qu'il y en a 3, c'est ça notre modèle standard, et donc là il y a un désaccord de 5 sigma, comme je vous l'ai dit, mais ça se trouve s'il y en avait 4, elle serait en accord parfait. Par contre, si on augmente ça, vous voyez que la couleur des points ici, c'est ce qu'on appelle sigma 8. Donc la couleur des points, c'est à quel point l'univers est déstructuré. Donc, si on rajoute une nouvelle particule, et ben, ça va affecter la façon dont les grandes structures vont se former. Parce que si on rajoute une particule, la gravité va pas se monter pareil, il y a des choses qui vont diffuser le gaz plus loin, ça va mettre plus de temps à faire des étoiles, ça va faire plus de temps. Donc en fait, si on change quelque chose, on change tout en fait. Si on change tout, le modèle dépend de tout. Donc ce qu'on voit ici, c'est 2 univers simulés, un avec un sigma 8 de 0,8 qui est à peu près ce qu'on attend, et un autre très grand qui serait un sigma 8 de 2. Donc sigma 8, c'est juste la fluctuation des. Vous voyez en gros l'amplitude des structures, la différence entre les vides et les structures. Vous voyez qu'ici il y en a peu et ici il y en a plein. Donc si on change la valeur de NF ici, on va augmenter et la valeur de H0 mais aussi celle de sigma 8. Le problème c'est qu'il y a aussi des mesures sur sigma 8 que je vous montre ici, et ce sera un des dernières figures un peu difficiles. Ici, c'est la densité de matière, donc les 30% de matière noire ou matière ordinaire, donc c'est vraiment 1 moins l'énergie noire. C'était 70% d'énergie noire, 30% de matière. Et ici, c'est la de sigma 8. Là, c'est la prédiction qui vient de lambda CDM, qui vient du c'est ça, et cette banane que vous voyez ici, c'est les mesures directes qui viennent de ce qu'on appelle weak lensing. On ne va pas rentrer dans le détail du weak lensing, mais c'est des mesures directes du sigma 8. Et vous voyez qu'elles sont déjà un tout petit peu en dessous. Elles sont déjà pas en accord, c'est ce qu'on appelle 2,5 sigma. 2,5 sigma, c'est-à-dire c'est possible que ce soit d'accord, mais c'est quand même pas de chance qu'on tombe à côté, quoi. Mais si on augmente la valeur de NF, elle va tout rouge. Et donc on va résoudre un problème pour en faire un autre. Donc c'est quand même pas pratique. Et donc ce que ça veut dire ça, c'est que les choses ne sont pas libres. C'est une des grandes forces de la cosmologie moderne aujourd'hui, ce qui est un des grands intérêts de cette science, c'est qu'on a plein de mesures, plein d'observables très différentes, donc les supernovas. Ici, donc la structuration de l'univers, on a beaucoup de choses qu'on voit, que le modèle aujourd'hui marche à peu près bien, à part pour ça, un peu ça, mais que tout est relié entre eux, quoi. Et que si on ne peut pas changer l'un sans changer l'autre. Donc en résumé, parce que je ne vais pas aller à travers tous les modèles, il y a plein de modèles qui existent, aujourd'hui il y a quasiment un papier de théorie qui sort par jour pour expliquer ce qu'on voit. Il n'y en a aucun, ce qu'il faut retenir, c'est la troisième chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a aucun qui marche vraiment. Ou alors il faut invoquer des choses extrêmement précises sur des jeux, enfin vraiment une expansion qui soit juste avant le CMB, mais qui n'affecte pas après, mais juste à ce moment-là pour expliquer pourquoi on voit ce qu'on voit. Mais c'est un peu mis à la main, c'est pas satisfaisant. Donc si on augmente le nombre de neutrinos, je dis on monte ici, mais ça crée d'autres problèmes. Si on augmente un peu la courbure de l'univers, on n'en a pas parlé, mais c'est à quel point l'univers est plat ou pas plat. Aujourd'hui on pense qu'il est relativement plat, mais ce serait un peu en contradiction avec l'inflation, c'est d'autres problèmes. On augmente un petit peu, mais c'est pas du tout assez. Et si on fait une énergie noire plus compliquée que ce qu'on pensait être juste une constante de l'équation d'Einstein, ça bouge à peine la prédiction. Et si je pousse la flèche très loin, on ne se rapproche pas. Donc on peut voir, est-ce que ça pourrait être un problème qui viendrait de ce côté-là? Et vous avez peut-être vu dans la littérature scientifique attestation publique qu'on dit des fois qu'il y a une tension entre l'univers jeune et l'univers vieux. Parce que comme je l'ai dit, si on entre les supernovas à grande distance avec le BAO, pas de problème. Mais si on fait la mesure directe des supernovas de l'univers actuel dans lequel on est, l'univers après qu'il soit formé, après qu'il ait fait, l'univers comme il est aujourd'hui, on a des valeurs qui est plus haute. Donc, je vais aller un tout petit peu vite sur ça. Je vais vous montrer ici. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on va voir s'il pourrait y avoir un problème associé à cette mesure. Et c'est ça qu'on va voir maintenant dans la suite. Donc là où il y aura un problème associé aux supernovas à cette mesure, c'est sur cette deuxième étape.
Donc il y a une étape clé dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'il faut mesurer une mesure de distance avec des céphéides. Bon, ça donne l'humidité de la supernova. Et ici, on utilise cette l'humidité de la supernova pour la projeter ici, pour la mettre là. Ce dont on va voir aujourd'hui, c'est que peut-être l'humidité de la supernova qui est ici et qui est là, c'est pas la même. Et si ça, c'est pas la même, et bien tout est faux. Parce que c'est un peu le but du jeu. C'est que ça et ça, c'est la même chose. Et si c'est pas la même chose, ça va. On va voir comment c'est possible que ce soit pas la même chose. Et une des choses qui va se rappeler de la première fois que je vous ai montré ici, c'est que tout ce que j'ai dit sur la supernova, je dis c'est vraiment une science qui a 20-30 ans, qui marche très bien, qui a été originaire, enfin, qui a été l'origine de la découverte de l'expansion de l'univers, qui a fait beaucoup de mesures. Mais une des épines dans le pied qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est une supernova type 1. C'est quand même dommage. On sait que c'est une naine blanche, je l'ai dit tout à l'heure, on sait que c'est une naine blanche carbone-oxygène, on connaît ses compositions parce qu'on voit comment ça explose. On voit les éléments chimiques et physiques qui sont créés au moment de l'explosion, on voit son mécanisme, sa courbe de lumière, on vous a montré tout à l'heure, que la vitesse de montée de descente et la vitesse de montée. Donc ça nous dit que c'est une naine blanche carbone-oxygène, c'est sûr. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les naines blanches, qui comme sera rappelé par exemple à la fin de sa vie, ont une masse maximale au-dessus de laquelle la pression, la physique quantique qui sera plus stable, à ce moment-là, les électrons vont plus avoir la place de vivre si la masse est trop grande. Et là, ça s'effondre sur la supernova, la naine blanche va s'effondrer sur elle-même. Et on pense que c'est ça qui va faire que ça va devenir une supernova type 1. Cette masse chimique, ce qu'on appelle la masse de Chandrasekhar, c'est 1,4 masse solaire. Donc c'est pas possible qu'une naine blanche soit formée avec une masse au-dessus de 1,4 masse solaire, parce que ça sera devenu tout de suite une supernova. Donc pas une naine noire en l'occurrence, ou peut-être même un trou noir, des choses comme ça. Ça va possible que ce soit créé avec une masse supérieure. Donc forcément, ça s'est créé avec une masse inférieure, et la question qu'on se pose tous, c'est comment ce truc a fait pour absorber de la masse et finalement dépasser 1,4 masse solaire et exploser. Donc ce qu'on pense, c'est que c'était un système linéaire. Donc il y avait un compagnon autour de la supernova qui tournait autour de la naine blanche qui tournait comme ça. Et qu'au fur et à mesure, ils se sont rapprochés, ils ont mis des ondes gravitationnelles, ils se sont rapprochés, et tellement proches que finalement la naine blanche a fini par absorber la masse de son compagnon. Et au fur et à mesure, ça finit par tout ça. Donc ça, on pense que ça marche, mais c'est pas très satisfaisant. D'abord, on n'a jamais vu. Il n'y a aucun modèle qui explique vraiment, il n'y a aucun modèle avec une simulation de physique qui explique comment ça marche vraiment pour donner des choses qui ressemblent à ce qu'on voit. Donc, quatrième message aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. On sait plein de trucs, on ne sait pas ce que c'est. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que, vu qu'on ne sait pas ce que c'est, est-ce que la luminosité moyenne des supernovas, donc l'explosion, le pic de luminosité qu'on atteint à la fin, au moment où ce truc explose, pourrait doit dépendre quelque part des paramètres physiques de la composition de cette naine blanche au départ, ou de la composition du voisin, ou de la vitesse d'accrétion, ou n'importe quel mécanisme qui fait que ce machin explose. Et donc si ça c'est vrai, si ça dépend si ça c'est pas une constante, ça marche plus. Donc on sait, parce qu'on l'a observé empiriquement, que les supernovas sont quasiment toutes les mêmes. Donc on sait que cette chose-là ne va pas varier énormément. Mais tout est dans le quasiment, parce que là on essaie de faire des mesures qui sont au pourcent. Donc si c'est 1% off, c'est quasiment pareil, mais c'est pas vrai. Donc on va essayer de voir, vu qu'aujourd'hui les modèles, je l'ai dit, les simulations numériques font qu'on n'arrive pas à faire reproduire ce qu'on observe avec les supernovas type 1, ou même avec la physique. Enfin, la physique est très compliquée, c'est la physique stellaire extrêmement compliquée. En plus de ça, pour faire des explosions, c'est très compliqué, on n'arrive pas, ça ne marche pas. Ça fait 30 ans que je travaille dessus, ça marche pas, c'est très dur. Donc ce que j'ai fait moi dans ma recherche, c'est que j'ai pas regardé, essayer de simuler qu'est-ce que ça pourrait être une supernova, j'ai regardé sur mon environnement. Je me suis dit, est-ce qu'on peut prendre le recul, est-ce que toutes les supernovas où qu'elles se trouvent ont à peu près toujours la même propriété? Est-ce que la luminosité des supernovas va dépendre de là où elles se trouvent? Donc ça pourrait être cool parce que l'endroit où elles se trouvent, il y a quelque chose sur la ligne de visée de la poussière qui va changer la façon dont on la voit. Ou alors, on sait qu'il y a des relations entre les types de galaxies, par exemple, et les étoiles qui les composent. Les galaxies spirales ont des jeunes étoiles, alors que les galaxies elliptiques, plus trop. Donc est-ce que les supernovas, les galaxies spirales et les galaxies elliptiques sont les mêmes? Donc une des premières choses qu'on a vues, parce que c'est la mesure la plus facile à faire, c'est le lien avec la masse de la galaxie. Donc ici, ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle le résidu des de Hubble. Donc je l'ai dit, avec cette courbe, on enlève le modèle qu'on prédit, mais il nous reste le résidu. Donc les supernovas, en gros, 0 ici, c'est la luminosité moyenne des supernovas. Okay, celles, ici, on est au-dessus, elles sont un peu moins lumineuses que la moyenne. Et si on est en dessous, elles sont un peu plus lumineuses que la moyenne. Okay. Et ce qu'on a vu, c'est que si on range les supernovas selon la masse de la galaxie dans laquelle elles se trouvent, eh bien, on voit ce truc. On voit que les galaxies qui se trouvent, les supernovas qui se trouvent dans la galaxie peu massive, pardon, ici c'est en log, donc c'est le 10 puissance 10, c'est le nombre d'étoiles qu'on a dans la Voie lactée. C'est typiquement ça. Okay, donc nous, notre Voie lactée est typiquement là, comme la plupart des galaxies d'ailleurs. Les supernovas, donc celles qui se trouvent dans des petites galaxies, sont en moyenne moins lumineuses que les supernovas qui se trouvent dans les grandes galaxies. Donc ça, c'est intriguant parce qu'on se dit, il y a quelque chose.
On aimerait bien que ce truc-là, le résultat d'arbre de Hubble, ce soit corrélé avec rien. Si c'est corrélé avec rien, ça veut dire qu'il y a des variations, mais qu'en fait c'est du hasard. Mais là, c'est pas corrélé avec rien, c'est clairement corrélé avec ça. Le problème, c'est que la masse d'une galaxie, ça n'a pas beaucoup de lien avec le physique d'explosion d'une étoile en elle-même. Par contre, les masses des galaxies, c'est lié avec leur formation. Les galaxies sont très massives, elles sont très massives parce qu'elles ont formé leur étoile il y a longtemps. Et donc leur formation stellaire a été très forte, elle est beaucoup moins forte aujourd'hui. Etc. Donc il faut essayer de faire le lien. Là, c'est compliqué. Ce que j'ai fait moi dans la thèse, au postdoc et dans la recherche, c'est que j'ai regardé l'environnement où exploser les supernovae. Je me suis dit, je ne vais pas regarder les galaxies dans l'ensemble, j'ai pris des mesures un peu plus précises, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici, dans le moment où explose les supernovae. Il y a une chose sur laquelle je me suis intéressé, c'est est-ce que les supernovae qui viennent dans des environnements où il y a beaucoup de jeunes étoiles, donc le ratio de jeunes étoiles est beaucoup plus grand que le ratio de faibles étoiles. Donc c'est ce qu'on appelle ce paramètre LSFR, donc c'est vraiment le ratio, donc la formation stellaire divisée par la masse, donc le ratio entre le nombre de jeunes étoiles divisé par le nombre de vieilles étoiles. Et ça nous donne en gros la probabilité que la supernova a explosé rapidement. Donc on ne sait pas trop comment mécanisme s'est fait, mais ça a été vite. Parce qu'il y a beaucoup de formations stellaires à ce moment-là. Et au moment où il n'y a plus de jeunes étoiles, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de jeunes étoiles, dans ce moment-là, on sait que la supernova, il y a peu de chance que ce soit une jeune étoile, qu'il n'y en a plus. Donc ce sera pas de chance. Et donc c'est-à-dire que l'explosion, la physique serait énorme. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a ici, c'est donc les supernovas plutôt, il n'y a que des jeunes étoiles à ce moment-là, et là il n'y a que des vieilles étoiles à ce moment-là. Et ça, c'est toujours le même paramètre ici. Et ce qu'on voit, c'est que les supernovas qui viennent dans un environnement très jeune sont moins lumineuses que celles qui viennent dans un environnement plutôt vieux. Là, c'est intéressant, parce que là, on se rapproche plus de la physique de l'explosion. On sait que c'est lié à la vitesse de formation entre le progéniteur et la supernova qui part. Et ce qui est intéressant, c'est que ça explique ce qu'on avait vu avant. Parce que les galaxies massives, comme je l'ai dit, ont formé tout leur étoile il y a longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des vieilles étoiles dans les galaxies massives. Donc la couleur ici, ça donne l'âge. Les jeunes elles sont en violet ici et les vieilles, elles sont en jaune. Et le nombre de vieilles dans les grandes masses, dans les galaxies pour ça, c'est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'en moyenne, celles qui viennent d'environnements massifs ont l'impression qu'elles sont moins lumineuses. Parce qu'en fait, c'est surtout les vieilles étoiles, les vieilles supernovas qui se trouvent dans ces environnements-là. Et ça explique ce qu'on voit. Bon, comment ça c'est lié à H0? Comment ça c'est lié au parallèle de H0? Le problème, c'est que les céphéides, c'est des très jeunes étoiles. Par définition, quand on fait cette technique, on n'a que des jeunes étoiles, parce que les céphéides, c'est ces grosses étoiles massives qui ne vivent pas très longtemps. Donc si on voit des céphéides dans une galaxie, forcément il y a la formation stellaire dans ce point-là. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que 100% des supernovas qui viennent de galaxies mais des céphéides, toutes celles-là, c'est des jeunes. C'est les violettes de tout à l'heure. Et on sait que les jeunes sont 15% moins lumineuses que les vieilles. Dans un délai de Hubble normal, comme dans les mesures qu'on fait nous, c'est 50-50, comme la figure que vous avez vue tout à l'heure, à peu près. Et donc si on ne prend pas en compte le fait que la luminosité moyenne des supernovas, c'est pas la même ici et là, parce qu'en fait, il y a deux populations, des jeunes et des vieilles, qui n'ont pas la même luminosité, et ben on se trompe. On va tromper de H0 d'à peu près 3%. Encore une fois, c'est pas des chiffres énormes, mais là maintenant on fait des mesures qui sont au pourcent. Donc 3% c'est beaucoup, c'est l'ensemble de toutes les erreurs qu'on pensait avoir sur H0 aujourd'hui. Et donc il faut creuser pour savoir pourquoi ça se passe comme ça. Il s'avère que cette chose-là a été très discutée, on en discute beaucoup notamment avec le professeur Adam Riess, qui est le chef de la collaboration Schultz, qui a fait cette mesure directe, je ne pas tout à l'heure, et que lui il essaie de reproduire ces choses-là, donc on ne peut pas changer cette technique parce qu'en fait on en a 15 000 techniques. Ce qu'il a essayé de faire lui, c'est de dire, très bien, je vais enlever tout celles que je pense être les supernovas vieilles de mon échantillon ici, pour avoir 100% ici, 100% là. Dans ce cas, peu importe la différence de luminosité entre les jeunes et les vieilles, ici il y a plus de jeunes. Et quand il fait ça, sa valeur de H0 change à peine, de 5%. Alors que moi je pensais que ça changerait de 3%. Donc moi je pense qu'il s'est trompé dans la façon réalisatrice, c'est pas grave. Lui il pense pas. Tout ça pour vous dire que c'est un grand débat, c'est aujourd'hui à un moment donné dans la discussion. Et que tout le détail, toute la complexité de ce qui se fait aujourd'hui dans notre domaine, c'est d'essayer de faire les choses précisément. D'essayer de comprendre ce que fait l'autre technique, l'autre équipe, et d'essayer de faire les choses un peu proprement. Donc gardez ça en tête, c'est rigolo. Peut-être c'est la solution, peut-être c'est pas la solution. En tout cas c'est le moment aujourd'hui. Et donc c'est la slide de conclusion qui vous montre un peu un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a cette tension entre H0 et les mesures directes et les mesures prédites par le modèle standard étant donné des données informatiques, ou par juste Planck, ou par les supernovas et BAO, que changer les modèles, aujourd'hui ça ne marche pas. Que peut-être ce serait une erreur astrophysique associée aux supernovas qui expliquerait cette tension, mais c'est un peu en débat. Et voilà. Merci. Si vous avez des questions.
j'ai une question que je pose et après je laisse la parole. Je croyais que les céphéides, c'était un des phares. Donc, il y a une relation entre la fréquence de variation de la luminosité et puis la magnitude absolue. Oui. Bon. Mais je croyais que c'était limité à 100 mégaparsecondes. La distance maximale auquel on peut commencer à mesurer la distance. Jusqu'où on peut mesurer la distance. Jusqu'à 100 mégaparsec. C'est vrai ça déjà. Ouais. Et après, les supernovas type thermonucléaires, 1A, elles servent pour des distances encore plus grandes. Donc, ce que je n'ai pas compris dans votre explication, je demande d'y revenir, parce que c'est vos travaux là, de 2015 qui sont extrêmement durs à comprendre pour les néophytes. Vous avez dit tout à l'heure que la luminosité, pardon, je prends mes notes parce que c'est tellement complexe comme affaire. Ah oui, les supernovas de type 1A qui sont moins lumineuses vont être générées dans des environnements riches en étoiles. Plus riches, où il y a une manifestation de gaz, H-alpha, des choses comme ça. Et si je veux bien, c'est là que je vous demande la question, est-ce que j'ai bien compris que ça peut nous fausser la détermination de la constante de Hubble parce que l'information qui nous arrive sur ces supernovas qui vont exploser à 1,44, c'est Chandrasekhar, et on va avoir une information fausse, mais quel est le problème pour les physiciens il y a plein de problèmes pour les physiciens. Donc, dans ce que vous avez dit, ce qu'on voit, ce que j'ai vu, c'est ça, c'est cette figure qui est ici, c'est que les environnements où il n'y a que des jeunes étoiles, les supernovas apparaissent moins lumineuses. Donc on ne sait pas dire, enfin c'est quasiment sûr aujourd'hui, étant de ce qu'on mesure, c'est pas parce qu'elles nous apparaissent moins lumineuses, elles sont au départ tout aussi lumineuses, qu'elles nous apparaissent moins lumineuses à cause du gaz qui absorberait la lumière. C'est pas ça. On pensait ça à un moment donné, maintenant depuis quelques années, depuis 2020, de ce dernier papier ici, on pense vraiment que c'est pas ça l'effet. L'effet, c'est que le progéniteur est plutôt jeune. Vous avez dit que ça explose à 1,44 à 200 écart, c'est quasiment sûr aujourd'hui que c'est pas vrai. D'accord. C'est ce qu'on raconte, ce que je vous ai dit. C'est pour simplifier. Et parce que vraiment, un des points clés, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes physiques. Il y a quelque chose qui ferait que ça exploserait plus tôt, par exemple, avant. Et par exemple, parce qu'il y aurait la masse de 200 écart, c'est une masse limite théorique. Et ce qui est bien dans la théorie, c'est que c'est tout parfait. Dans la réalité, c'est jamais aussi simple. Parce que les naines blanches ne sont pas identiques. Les naines blanches ne sont pas identiques, et le carbone oxygène et le pollution carbone oxygène, c'est pas forcément la même. Et en fait, ce que des modèles nous disent, c'est que par exemple, il pourrait y avoir des explosions sur le bord, ce qu'on appelle force atténuation, donc une explosion sur le bord de la naine blanche, qui ferait une vague de pression à l'intérieur de la naine blanche, et ce qui fait qu'il y a des endroits où on dépasserait la limite de Chandrasekhar localement. Et que là, ça déclencherait l'explosion, et que l'ensemble de la naine blanche se mettrait à exploser. Et donc ça exploserait avant que l'ensemble de la naine blanche soit 1,4 masse solaire. Et inversement, on a vu des supernovas tellement brillantes, tellement, pour expliquer la commotion de canard, il nous fallait au moins 2 masses solaires. D'accord, on se demande d'où ça vient. Donc ce que ça pourrait être, c'est qu'en fait, le système linéaire, c'est soit deux naines blanches. Et au moment où ces deux naines blanches se rentrent l'une dans l'autre, en fait, on a accès jusqu'à 1,8 masse solaire. Jusqu'à 2,8 masse solaire. Et donc là, il y aurait une différence entre une supernova, une naine blanche qui explose à 1,3, 1,2, et une qui explose à un système linéaire qui sont à 2, quelque chose. C'est étonnant que ça pourrait être le lien entre ces choses-là. Ce que je vous dis ici, c'est que je ne sais pas si c'est ça. Ce que je sais, c'est que je vois ça. Et que je sais que les environnements jeunes, donc les progéniteurs ou le temps qu'il faut pour que le progéniteur se forme et qu'il devienne du supertype 1, que la naine blanche explose du supertype 1, est rapide. Donc rapide, c'est quelques centaines de milliers d'années. Alors que d'autres, il y a des gigas de milliards d'années, donc il y a des milliards d'années, il n'y a plus rien, et là ça explose en supertype 1. Il y a des étoiles, il y a des supertype 1 qui sont très vieilles, et des supertype 1 qui sont très jeunes. Et pourquoi? C'est pas clair. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont pas vraies. Maintenant, ça c'est sûr. Vous avez soulevé un problème sans savoir l'explication physique derrière. Ah ouais, bah ouais. C'est comme ça qu'on avance. On pensait en réseau 1 et en réseau 5, là, c'est le but du jeu. Mais au moins, celui d'avant, expliquer pourquoi. Est-ce que les supernovas sont toujours toutes les mêmes? Ça, non, c'est que c'est plus vrai.
Et ça nous permet de mettre une amplitude. C'était quelque chose qu'on savait, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une superintensité. Donc on était un peu embêtés avec des choses d'énergie noire dont on a besoin pour faire la physique de précision. Maintenant, vu qu'on sait un peu plus l'origine du problème, on arrive à avoir une amplitude et on arrive à comprendre un peu les mécanismes et on se rapproche. Mais le chemin est long. Donc voilà. Et donc pour les céphéides, le lien avec ça, c'est que les céphéides, c'est des environnements où il y a beaucoup. Les céphéides, c'est des très jeunes étoiles. Donc s'il y a des céphéides, c'est-à-dire qu'il y a des très jeunes étoiles, et donc la probabilité de trouver une supernova qui est plutôt une supernova jeune est plus grande. Et on a été faire les mesures, et donc dans les 40 qu'on a mesurés, 95%, ici 100% simplifié, mais 95% sont des jeunes. Et il y en a une qui est vieille. Je vais poser une question un petit peu, Bien sûr. peut-être un peu plus claire. Qu'est-ce qui contrarie la gravité qui provoque l'expansion? Alors, la gravité, elle joue, elle fait sa vie. La gravité, c'est la gravité, ça marche. L'expansion, c'était vraiment au début, il y avait une première expansion qui était due au Big Bang, il y a eu quelque chose, donc ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est, quelque chose, qui a fait que l'univers a grandi vite. Donc ça, quand je dis grandi, c'est pas que ça a grandi dans quelque chose, c'est vraiment que la distance entre tous l'espace-temps, la distance entre tous les éléments a grandi. Pourquoi, je ne sais pas. On ne sait pas, on cherche. Après, ce qui se passe avec l'énergie noire, c'est plus récent, c'est que il y a deux approches, l'approche mathématique et l'approche physique. Je vais parler de l'approche physique ici, on peut parler de maths après si vous voulez. Mais l'approche physique, c'est que il y a cette énergie noire qui est quelque chose qui se trouve dans l'univers. Et qui est cette propriété étonnante, qui est que quand on augmente le volume de vide, parce que c'est rien d'autre qu'il y a du vide, donc si j'augmente le volume de vide, je vais revenir dans l'autre sens. Si j'ai une matière normale, que j'ai 3 particules, et que j'augmente le volume par un facteur 2, ben j'ai toujours 3 particules. Et j'ai 2 fois plus, j'ai 4 fois plus de volume, ou 8 fois plus de volume dans ce cas, si j'ai augmenté la rayonnement par facteur 2, et que la densité volumique, elle a diminué. Okay. L'univers, l'énergie noire, c'est pas ça. C'est un truc où si j'augmente le volume par 2, et ben j'augmente l'énergie noire par 2, ce qui fait que la densité est constante. La conservation de l'énergie, la loi de la conservation, ça marche pas, plus du tout là. De toute façon, dans l'univers, la conservation de l'énergie ne marche pas. Ce qui est un problème, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, la conservation de l'énergie, c'est lié au thermomètre qui fait qu'on a inversion du temps. Et là, il n'y a pas d'inversion du temps possible dans l'univers. Et que ça se fait que s'il y a un système isolé. Et l'univers, c'est potentiellement pas un système isolé, c'est tout si. Bon, il n'y a pas en dehors. Donc là, il y a le théorème de Noether, et donc les conservations de l'énergie ne marchent pas à l'échelle de l'univers. C'est un problème, mais c'est comme ça. Et donc l'énergie noire a donné un exemple. Et donc voilà. Donc le pourquoi, quand il y avait ce qui s'appelait l'énergie du vide, voilà, c'est qu'il y aurait une énergie, une fluctuation du vide en physique quantique. C'était ce qui avait été pensé être au début. Il s'avère que ce qu'on sait aujourd'hui de ça, qui n'est pas très bien connu, c'est beaucoup trop faible pour expliquer ce qu'on voit. Donc les gens cherchent. Une autre façon plus mathématique, qui est moins satisfaisante à mon sens, mais qui est beaucoup plus satisfaisante d'un point de vue mathématique, c'est que les équations d'Einstein sont définies, les dérivées des équations d'Einstein sont bien définies. Donc quand on intègre la dérivée, qui fait l'intégrale de quand on intègre cette dérivée, on voit les équations d'Einstein qui nous font l'espace-temps, et bien on peut mettre une constante. Parce qu'on intègre, il y a une constante qui va disparaître à la dérivée. Seule la dérivée est définie. Absolument. Et donc quand on intègre, on a cette constante, et pouf, on peut mettre une constante. D'ailleurs, Einstein avait dit, une constante. Et le problème, c'est que mathématiquement, cette constante a un sens, ça veut dire que c'est de l'énergie. Enfin, physiquement, c'est l'énergie, cette constante. Mathématiquement, on s'en fout, c'est une constante. Donc les mathématiciens, ils n'ont aucun problème avec l'extension accélérée de l'énergie. Bon. Voilà. On a le droit. Mathématiquement, il n'y a aucun problème. Les équations d'Einstein sont très constantes. Oui. Non, je pense que ça. Est-ce qu'on peut revenir à la figure 2 ou 3? C'est le schéma général de Big Bang. Donc tout début. Au début. Ouais, je vais appuyer sur l'ordinateur. Celle-ci? Non, quand même pas si loin. Est-ce qu'on était à celle-ci? Oui. Voilà. Ça, c'est Hubble. Non, ça c'est W. N'importe. Donc, celle-ci, le H mesuré, Oui. c'est sur. Oui, c'est sur ce plan ici. C'est la valeur ici. Entre là-bas et là. Oui, on peut le voir comme ça. C'est plutôt la vitesse d'expansion de ce truc. Donc la vitesse d'expansion de ça. Oui, c'est ça. Donc on pourrait le voir comme la pente ici. Donc le H, on considère que Hubble est là, Oui. par exemple. Oui. Donc le H par rapport à ici ou à ici, c'est quoi? Alors le H se définit, on peut le voir plutôt ici, c'est plus joli de le voir ici. C'est pas la même vitesse.
Non, La vitesse d'expansion, là, c'est stable. Donc Oui. c'est 74, 73, Ouais, 13, etc. ouais. Mais par rapport à ici, par exemple, parce que c'est pas la même vitesse, ça. non, là et là, c'est pas la même vitesse. Ni, hein? Mais en fait, il faut voir les tranches ici. Oui. Donc, il faut voir que la vitesse, on peut le voir comme la courbe là. Oui. Ok. Donc là, la vitesse, ça vaut 73, ici, ça vaut 68, tout ça. Et donc, le H, c'est dommage, j'ai pas la figure. Mais on peut le voir comme la pente ici. Ok. 73, c'est ici. Mais avant, c'était plus petit. En fait, ça, c'est l'histoire, le H de Z. Donc là, je vous l'ai montré de H0. Et le H de Z ou le H de T, ça évolue. Il va, en fait, sa courbe, c'est dommage, j'ai pas un tableau. Sa courbe, elle fait comme ça. Elle monte aujourd'hui, 73. Elle va aller quelque chose comme, au minimum, quelque chose comme 60. Un redshift d'à peu près 0, je sais pas, 4 milliards d'années. Et avant, elle était beaucoup plus. Donc au tout début, la vitesse d'expansion, elle s'est ralentie. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ça descend, ça ralentit. Ça ralentit à cause de la gravité. Donc il y avait une impulsion initiale très forte. Je sais pas, peut-être H de Z qui va aller 1000. Puis après, la gravité, ça a retenu les choses. Et plus l'univers était en expansion, plus la gravité devenait faible, parce que les choses étaient loin les unes des autres. Et arrivé à un moment donné, l'univers était tellement dilué que la gravité est devenue faible, mais que l'énergie noire, qui est quand même pas très forte au départ, il y avait tellement de vide qu'elle a commencé à devenir forte. Et ici, on est arrivé à un minimum, 60 à peu près, où là, l'énergie noire a commencé à redominer l'univers et à faire que l'expansion devenait accélérée. Et hop, on est revenu à 73. Donc c'est ça cette courbe, c'est très rapide, ça descend et ça remonte. Je vais dire expansion accélérée. Oui, ce sera de plus en plus vite, ça monte de plus en plus vite. C'est pas une constante, la constante de... Ah si, mais la constante de Hubble, c'est H0, c'est aujourd'hui. C'est quoi la vitesse d'expansion aujourd'hui? En fait, c'est pas une constante, c'est une constante aujourd'hui. Voilà. C'est la constante d'aujourd'hui qui. C'est le point 0. C'est H aujourd'hui. D'accord. Il y a 4, oui, c'était autre chose. Que vous dessinez là. Mais c'est dommage, oui, c'est pas de tableau, je peux pas vous dessiner. Mais... Non, mais Donc ça fait comme ça, et ça descend et ça remonte. Et ça c'est H de T, donc l'âge du temps, et le H0 c'est l'ordonnée l'origine. Je voulais vous demander, au moment où l'univers devient transparent, les photons donc, sont contenus dans l'univers, je me pose la question, il n'y aurait pas une relation, parce que la constante de l'univers et la vitesse de la lumière ne pourraient pas être équivalentes, enfin il n'y aurait pas quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'il y a Alors, parce que du fait que les photons, enfin du fait qu'on part d'un univers où on a un certain nombre de photons qui en fait qui existent. oui, mais ils sont toujours là d'ailleurs. Ouais. Et qui vont à la vitesse de la lumière. Oui. Et on pourrait pas dire H égale C. Non, ah oui, c'est vous qui m'avez écrit un email peut-être. J'ai à peine vu en partant. Alors, les photons, c'est pour ça qu'on les voit. Parce que c'est mieux qu'on est capable de voir ça. C'est-à-dire que les photons, il y a des photons. Donc c'est plus joli ici là. Attends, peut-être même voilà. Et ça, on le voit. Donc si on le voit avec le télescope, avec le détecteur, c'est qu'on a capté le photon qui a été émis à ce moment-là. Il y a des photons qui ont voyagé pendant 13 milliards d'années pour tomber dans nos détecteurs. C'est comme ça. Et donc, parce qu'en fait, on est dans le Big Bang. C'est que le Big Bang, c'est pas grandir dans quelque chose. C'est la lumière qui est partout. Le Big Bang, c'est tout en même temps. Et donc nous, on est dans ce Big Bang. On est ce qui s'y aurait. C'est un peu complexe, ça n'a pas de sens, hein, mais on s'y fait. Et donc là, les photons, ils sont là. Donc après, je crois que c'est quelque chose comme 3 photons par centimètre cube qui viennent du Big Bang. Et avant, vous vous souvenez des télés cathodiques, on voyait des photons qui tapaient, on voyait des petits points blancs là. C'était la lumière, c'était surtout les électrons, enfin c'était la lumière qui tapait sur la plaque. Et dans ces photons qui tapaient sur la plaque, il y avait des photons du CMB. Et pas beaucoup, mais il y en avait, je sais plus, quelque chose comme 5 ou 10%. Les points blancs que vous voyez passer, c'était les photons qui avaient été émis au CMB. Et là, beaucoup, des photons du CMB. Il y en a partout. Ils sont très froids, ils interagissent peu, mais on les voit. Et donc voilà, ça c'est les photons. Donc le C, c'est vraiment comment les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais elle ne parle plus aux photons depuis longtemps, ces galaxies. Voilà, il y a des photons, il y a de la soupe de photons, puis il y a des galaxies qui sont là-dedans et qui font envie. Et donc l'expansion, c'est vraiment l'espacement, comment lui augmente. Donc après, on peut imaginer des modèles, il y a des tas de modèles. Il y a des modèles qui existent où justement les photons désintègrent en particules bizarres qui influent sur l'expansion de l'univers. C'est des modèles qui existent. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si sont juste ou pas. Ils sont plus compliqués, donc en général, ils sont plus compliqués et qui prévoient rien de spécial, on préfère le plus simple. Ouais, peut-être c'est vrai. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Une question bête. Le fond diffus cosmologique,
correspond à une photo à un instantané. Ouais. Si on refait la même photo dans 1 million d'années, on verra plus la même chose. Alors si, parce que c'est l'empreinte, enfin, oui et non. Puisque ce sont des... Ça aura la même tête, qui sont en train de bouger. ça aura la même tête, parce que ça c'est vraiment des directions dans le ciel, et des grandes directions. Vous voyez, ça c'est un degré. Le degré c'est large, le degré ça fait ça. Non, c'est la Lune. La Lune c'est un degré, donc c'est 2 lunes. Donc ça c'est le nombre de photons qui nous vient de ce point-là. Donc ça on sait que ce sera toujours la même chose. Donc si on fait cette photo dans 1 milliard d'années, on aura la même photo, à une nuance près. C'est que ici, ce que j'ai enlevé globalement de cette photo, c'est la température du corps noir. Donc j'ai enlevé, parce que si on voit rien, c'est-à-dire que je suis un truc avec 3 degrés. Donc si j'enlève, c'est 2,7. Donc j'enlève ce 2,7 et c'est ça que vous voyez. Donc ce que ça veut dire, ce truc-là, c'est que donc ces fluctuations, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 5. Donc globalement, ils ont tous la même température à de moins 10 puissance moins 5 près. Ce que vous voyez ici, c'est on va envoyer la moyenne. Okay. Donc dans 1 milliard d'années, si on refait cette photo, on aura la même chose ici, sauf que ce ne sera pas la moyenne qu'il faudra enlever, ce ne sera pas 2,7, mais ce sera quelque chose comme 2,3. La température va continuer à descendre. Okay. Mais globalement, la photo ici sera la même. Ça, c'est la photo est figée. C'était l'univers comme il était 300 000 ans après le temps. Question bête. Comment on sait que c'est 300 000 ans après le Big Bang? C'est pas une question bête parce qu'en fait, c'est 300 000 ans après le Big Bang, c'est si H0 vaut 70. Ça dépend de H0 en fait. En fait, quand je vous dis le modèle, c'est où? Si je change le modèle, je change ici. Ce qu'on sait, c'est que cette chose-là fait 1 degré, à peu près. Ça, on mesure, ça c'est un nombre de mesure. Pour avoir H0, pour avoir les conditions initiales, il faut savoir convertir cet angle en taille. Et donc et ça dépend du temps qu'il a fallu pour l'univers pour en arriver là. Donc comment un degré thermique ou un degré... Un angle dans le degré. Un angle dans le ciel. Ça c'est la ligne. Ça c'est un angle. On mesure, on voit que si je regarde par là, les photons sont un peu plus chauds que si je regarde par là. Donc voilà. Ce qu'on voit ici c'est des angles. Okay. Donc on sait que l'échelle typique la taille angulaire typique de ce truc-là, c'est 1 degré. Okay, on veut pas ça quoi. Puis on déplace. Donc il faut savoir combien, à un moment où, pour avoir la valeur de H0, pour avoir ce truc ici, pour convertir ça en H0, il faut dire, est-ce que ce 1 degré veut dire, je sais pas, 100 mégaparsec, 80 mégaparsec, 10 mégaparsec. Ça dépend du temps qu'il a fallu pour l'univers pour grandir. Et donc ça dépend de la physique qui est en dessous. Le vrai, c'est pas du tout une question naïve, c'est exactement la raison pour laquelle si je change le modèle, je change la valeur de H0. Parce que si je change le modèle, eh ben, il faut plus ou moins de temps pour arriver au moment où l'univers est transparent. Donc selon le temps qu'il a fallu, on change H0. Bon, j'en fais pas beaucoup, je vous ai dit 300 millions, parce que c'est même pas le vrai chiffre, c'était 260, je crois pas. Bon là on parle de, on va aller à quelques pourcents. Vous avez dit que l'échantillon de SMA c'était 41 qui était à la même distance que les céphiles. Ouais, on pouvait faire cette double mesure. C'est quand même un nombre. Alors, mais le problème c'est qu'il faut attendre. Donc 41, ça a été 20 ans de recherche. Le problème c'est qu'il y en a une ou deux par an qui sont assez proches pour qu'on fasse cette technique. Et est-ce qu'on peut reculer la distance à laquelle on voit des céphiles? Alors, non. Donc voilà. Par contre, il existe d'autres techniques maintenant qui se développent, qui s'appellent par exemple TRGB, Tip of the Red Giant Branch. Donc ça, on va en parler aujourd'hui, c'est une technique qui permet qui est alternative aux céphiles pour mesurer les supernovas, les distances supernovas. C'est qu'on sait que la physique des géantes rouges est fixe, qui fait que si vous avez fait un peu d'astronomie, il y a ce diagramme Hertzsprung-Russell, il y a cette branche qui montre les géantes rouges et qu'il y a le maximum. Cette branche veut dire qu'en fait, quand on arrive au maximum, la géante rouge est très grosse. Et à un moment donné, elle est trop grosse et ça explose quoi. Et cette limite d'explosion, ça fait qu'il n'y a pas d'être plus lumineuse. Cette limite, on peut la mesurer, on peut la prédire physiquement. On peut aussi la mesurer directement dans notre galaxie, dans d'autres galaxies. Et ça, elle est vraie pour toutes les galaxies. C'est vraiment la physique fondamentale des étoiles. Donc on peut utiliser cette luminosité maximum des géantes rouges pour mesurer les distances des galaxies et le faire là où il y a des supernovas. Donc je vous parle de ça parce qu'en fait, grâce au télescope spatial JWST qui vient d'être installé, on peut faire cette distance de TRGB beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire avec la Hubble. Et donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une ou deux par an, on espère, je vais essayer de faire de temps pour faire ça avec une WST, on va avoir peut-être une dizaine par an. Et dans ce cas-là, ça change l'échelle.
Mais ça fait qu'il faut passer beaucoup de temps pour observer avec WST. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Et que, voilà. Par contre, les CFI ne pourra pas le faire avec WST parce que la luminosité, c'est pas la même luminosité. Est-ce qu'on est capable de surveiller tout l'espace pour... Oui. Tu as tout l'espace. J'ai répondu peut-être un peu vite. Jusqu'à un volume donné. Alors moi, je travaille dans un centre. Non, mais tous les angles. Oui, dans un. Je travaille avec un télescope qui s'appelle ZTF, qui est installé en Californie. Et on a une grosse caméra, la plus grosse caméra du monde en ce moment, jusqu'à la salle de LSST, on va peut-être en parler. Et ce qui fait qu'on est capable d'observer tout le ciel visible dans l'hémisphère nord, tous les jours. Et on fait ça depuis 5 ans. Donc tous les supernovas qui explosent dans l'hémisphère nord, mais bon, ça a des limites jusqu'à une certaine distance. Parce qu'après, attention, il va pas. Donc jusqu'à une distance qui est à peu près, qui est exactement celle qu'il faut pour faire H0, c'est aussi pour ça qu'on fait. Jusqu'à 0,1, donc cette distance qui était ici, en gros jusque là. Tous les supernovas qui sont ici, on va les voir. Donc celles des 40, elles sont ici. Elles sont très proches. Celles qui sont là, elles sont trop faibles, on les voit pas, la caméra est trop basse. Une petite précision, le Z, c'est la variation de longueur d'onde divisée par la longueur d'onde, c'est pas un plus Z, parce que tout à l'heure il y avait marqué 1,24 sur une galaxie, sur une de vos slides, on voyait le soleil, mais peu importe. Mais là c'est le delta Z sur delta lambda sur lambda. Oui. C'est ça. Mais le 1,24, ça que je vous ai montré tout à l'heure, c'était vraiment cette supernova la plus grande. J'ai eu un doute tout à l'heure parce qu'il montrait une galaxie. Z égale 1,24. Ouais. C'est 1,24, ça c'était un. C'est ça, c'est le même. Non, c'est le même. Non. C'est le même. C'est le même. C'est des 7 supernovas. Parce que les astronomes, ils utilisent le 1 plus Z. Oui, on peut aussi, parce que c'est pas la même chose. Mais oui, ça peut entraîner la confusion. Mais là c'est delta lambda sur lambda. Oui. Donc c'est de combien est décalée la longueur d'onde. Je me demandais, est-ce que l'amélioration des détecteurs pour les ondes gravitationnelles, ça va nous apporter quelque chose? Alors, vous apporter quelque chose pourquoi? Parce que pour ça oui, pour les supernovas, est-ce qu'on arrive à les détecter? Bon, je crois que je me souviens. Alors, les ondes gravitationnelles, donc pour H0, on peut faire la mesure de H0 avec des ondes gravitationnelles. Ça serait rigolo. C'est ce qu'on appelle les champs standards, ce que je vous ai montré, c'est super. Il y a aussi les sirènes standards, qui sont les ondes gravitationnelles. Et en fait, vu qu'on voit la courbe de la forme d'onde de l'onde gravitationnelle, donc j'ai pas de slide sur ça, mais la forme d'onde de l'onde gravitationnelle, il y a une ratio entre la vitesse de fréquence et l'amplitude. Même si on mesure ces deux choses en même temps, c'est ce qu'on fait dans les détecteurs, on a une information sur la distance. Si on arrive à avoir une mesure du redshift, donc l'état, et ben on a une mesure, on a les deux choses qu'il nous faut pour faire H0. Cette mesure du redshift, on l'a fait une fois pour la kilonova, vous avez entendu parler, 17,017. Et donc celle-ci, on l'a vue. On a vu l'explosion qui allait avec de la kilonova. On a été voir son redshift. On avait une mesure de distance grâce aux ondes gravitationnelles, on avait une mesure d'H0. C'est 70 plus ou moins 20. Mais chacune, c'est une mesure indépendante. Donc si on arrive à faire ça pour une centaine, et on espère pouvoir le faire un jour, alors on a une mesure, elle est quasiment la meilleure mesure possible. Parce que chacune est indépendante. Donc ça, c'est pour H0, ça va servir à ça. Donc il faudra encore du temps, je pense. On l'a vu dans le run 2, donc on espérait en voir plein dans le run 3. Bon, on n'a pas vu une seule. C'est pas aussi fréquent que ce qu'on croyait. Il y a run 4 qui va commencer cet été, on espère en voir peut-être une ou deux, on verra. Mais pour la physique des supernovas, le problème c'est que vous avez dit, en effet, c'est quasiment sûr que c'est un système linéaire. On serait vraiment surpris que c'est pas un système linéaire. Donc c'est sûr que c'est un système linéaire, donc ça c'est linéaire, il émet des ondes gravitationnelles. Donc avec le télescope au sol, on ne pourra pas voir ça parce que la fréquence de ce truc-là est trop lente et l'amplitude est trop faible. Par contre, l'ISA, qui va être envoyé dans l'espace dans 30 ans, je crois, je ne sais plus combien de temps c'est, où on a des grands bras de levier pour voir ça, il verra ça. Par contre, il pourra nous dire il y a une supernova qui risque d'exploser dans 10 000 années. Mais bon, on verra les formes. Le but du jeu LISA, c'est de voir justement les ondes gravitationnelles émises par des systèmes binaires. Et ça, c'est dans un peu. Donc l'estimation de l'âge de l'univers, c'est combien? Ah bah justement, ça dépend de H0. Ça dépend de H0. La valeur de H0. C'est-à-dire 13 milliards? C'est 13, alors selon, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est à peu près 13 milliards d'années. Et selon si c'est H0,67, c'est genre 13,5, et si c'est H0,70, c'est genre 13,8. Mais ça dépend de la valeur de H0, je pense. Parce que H0 nous dit à quel point l'univers grandit en ce moment. Donc selon à quel point il grandit en ce moment, il y a du temps ou pas à ce moment. Mais c'est à peu près 73, entre 73 et 74. 13 milliards. 13 milliards. Presque, 13 milliards. Voilà. C'est-à-dire à partir du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc
est-ce que l'explosion, c'est sous forme d'un cercle ou d'un cône? De rien de ça. On est dedans. C'est très difficile à imaginer. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pas possible d'imaginer. Parce que toute explosion, c'est sous Alors, forme de... c'est pas une explosion. de- C'est pas une explosion. On ne fait pas cette image parce que c'est l'image grand public. Parce que c'est pas juste là ce qu'on a... Non, parce qu'en fait, il y a le problème, c'est qu'on déjà, c'est une figure en 2 dimensions, notre cerveau en 3 dimensions, il faudrait voir au moins en 4. Et où est-ce qu'il était mon truc là. Donc ça, il faut imaginer que, là, je vous montre, par exemple, je vous montre le CLB, je vous montre un plan. Déjà, c'est pas vrai. Je vous l'ai dit, c'est partout quand il est. Mais ça n'a pas de sens. Donc de ça veut faire dire une géométrie de l'univers avant au Big Bang. Je veux dire, l'univers c'est un tout. Donc on ne peut pas l'observer de l'extérieur. C'est ça l'histoire. Oui, on est dedans. Et l'univers est une expansion. Or, ce qu'il faut voir, c'est ça le problème des infinis. Alors là, on arrive sur les limites où des concepts sont difficiles. Et en fait, la seule chose qui fait que c'est que moi, j'ai intéressé le fait que j'ai pas compris. Le truc, c'est que on est dans un univers qui est potentiellement de taille infinie. On n'a rien qui nous montre que c'est pas une taille infinie dans l'univers. Il n'y a aucune raison de penser que c'est pas une taille infinie. Et la raison pour laquelle on peut imaginer que c'est pas une taille infinie, c'est parce qu'on a ce problème de Copernicien et qu'on n'est pas personne dans l'endroit spécial de l'univers. Donc nous, on est dans un endroit spécial de l'univers qui est notre univers observable. Donc on est au centre de notre univers observable. Si je regarde par là, je regarde par là, je suis au centre de ce que je vois. Mais les gens qui sont au bord de ce que je peux, et la distance que je peux voir est liée à la réalité de l'univers. Très bien. Et si l'univers est infini, quelqu'un qui se trouve à la limite de ce que je suis en train de voir va se dire la même chose. Ouais. Et ça, en me branchant pas, je veux dire que la seule solution, c'est que l'univers soit infini. Ou alors que la courbure soit de telle sorte qu'on revienne sur notre. Peut-être. Mais aujourd'hui, la courbure, elle a l'air de plate. Alors ça veut dire infini. Ouais. C'est comme ça. Et donc le Big Bang, c'était tout ça. Et donc c'était infiniment grand, et c'était devenu infiniment dense en même temps. Et en fait, c'est juste que la taille typique de l'espace-temps dans lequel on se trouve, que les particules se trouvent, il a augmenté. Ouais. Mais pourquoi et comment, c'est mystérieux. Ouais. La du travail. Et ben voilà, super. Vous avez d'autres questions? Très bien, excellent.